Une femme était sur le point d'être exécutée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Après s'être assise sur la chaise, elle a avoué quelque chose qui a terrifié tous les policiers. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de soie blanche dans la spacieuse chambre de la demeure Foster, illuminant doucement le visage ridé de mademoiselle Margarita. La dame de 82 ans reposait dans son lit orné tandis qu'Elizabeth Walker, sa nurse depuis 3 ans, ajustait doucement les oreillers. La pièce, décorée avec des meubles anciens et des photographies de famille, était remplie du son paisible de la respiration de la vieille femme et du subtil arôme de fleurs fraîches qu'Elizabeth veillait toujours à apporter. La nurse sourit en voyant sa patiente ouvrir lentement les yeux. En murmurant tendrement, « Madame Margarita, il est temps de prendre votre médicament. Vous avez fait une sieste paisible aujourd'hui, c'est très bien. Vous savez, j'ai observé une amélioration significative de votre disposition depuis que nous avons commencé avec le nouveau médicament. Bientôt, vous marcherez à nouveau dans le jardin. » Je suis sûr que la relation entre Elizabeth et Madame Margarita s'était transformée en quelque chose de bien plus profond qu'une simple relation professionnelle. La nurse se consacrait entièrement aux soins de la vieille dame, restant à la demeure toute la semaine et ne rentrant chez elle que les week-ends. Alors qu'elle organisait les médicaments sur la table de chevet, Elizabeth se rappelait avec tendresse les moments où Madame Margarita partageait des histoires de sa jeunesse aux États-Unis, les fêtes traditionnelles auxquelles elle assistait, les amours qu'elle vivait. La vieille dame serra la main de la nurse avec une force surprenante et parla d'une voix étouffée. « Ma chère Elizabeth, tu es comme la fille que j'aurais voulu avoir. Ton dévouement, ton affection. Parfois, je pense que Dieu t'a mise dans ma vie pour compenser le manque d'amour que ma propre fille montre. » Dans le couloir, les talons hauts de Vivien Foster résonnaient sur le sol en marbre, annonçant son arrivée comme un présage de tempête. La fille de Madame Margarita était l'opposé de sa mère à tous points de vue, froide, calculatrice et obsédée par le statut social. Habillée de vêtements coûteux et de bijoux extravagants, elle entra dans la pièce sans frapper, interrompant le moment d'intimité entre la nurse et sa patiente. Son regard méprisant envers Elizabeth était presque palpable lorsqu'elle dit: « J'imagine que les soins pour ma mère sont à la hauteur, compte tenu de ce que vous payez pour vos services. J'ai besoin de lui parler en privé. Vous pouvez vous absenter quelques heures. » Elizabeth organisait méthodiquement les médicaments du soir sur le plateau lorsqu'elle remarqua un changement subtil dans l'atmosphère de la pièce. L'air semblait plus lourd, chargé d'une tension qu'elle ne pouvait expliquer. À travers le reflet de la fenêtre, elle remarqua les expressions tendues de la mère et de la fille, leurs gestes retenus, les mots chuchotés qu'elle ne pouvait distinguer. Faisant semblant de se concentrer sur sa tâche, elle affina son oui pour capter des fragments de la conversation. « Maman, tu dois comprendre que les choses ont changé. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, comme si l'argent durerait éternellement. Tu devras envisager les besoins de la famille. » Dans le jardin de la demeure, en cueillant des herbes pour le thé de l'après-midi de Madame Margarita, Elizabeth ne pouvait se débarrasser de ce sentiment de malaise. La conversation entre la mère et la fille avait provoqué chez elle une inquiétude. Le jardin, normalement son refuge de paix, semblait maintenant sombre et menaçant. Les paroles de Vivien sur l'argent et le testament résonnaient dans son esprit, se mêlant aux histoires que les autres employés murmuraient sur la cupidité de l'aïeul. Ses pensées furent interrompues par un cri venant de la cuisine. « Elizabeth, viens vite, Madame Margarita est en crise. » En retournant dans la chambre, Elizabeth trouva Vivien assise dans le fauteuil en velours rouge, feuilletant distraitement un magazine de mode pendant que sa mère dormait. La nurse remarqua quelque chose de différent dans l'air, un parfum masculin presque imperceptible qui ne correspondait à aucun des résidents de la maison. Elle s'approcha de la table de chevet et réalisa que les médicaments avaient été réarrangés, subtilement différents de la façon dont elle les avait laissés. Le cœur battant, elle questionna Vivien. « Madame Vivien, quelqu'un d'autre a-t-il été dans la chambre pendant que j'étais dans le jardin? J'ai remarqué que les médicaments ont été trafiqués, et cela peut être très dangereux pour la santé de votre mère. » Le silence qui suivit était épais comme le brouillard d'un matin d'hiver. Vivien leva lentement les yeux de son magazine, son visage masqué d'une fausse préoccupation. « Chère Elizabeth, je pense que tu travailles trop dur. Tu commences à imaginer des choses. Personne d'autre que moi n'a été ici, et je ne toucherai certainement pas aux médicaments de ma propre mère. Peut-être est-il temps d'envisager un congé prolongé pour ton propre bien. » Cette nuit-là, alors qu'elle préparait la dernière dose de médicaments de la journée,
Élisabeth ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de terrible allait se produire. Ses mains tremblaient légèrement en vérifiant chaque flacon, chaque pilule, cherchant le moindre signe de falsification. La chambre était silencieuse, à l'exception de la respiration douce de Madame Margarita et du tic-tac de l'horloge ancienne sur le mur. La nurse tenait la main de sa patiente avec affection et murmura. « Ne vous inquiétez pas, Madame Margarita. Tant que je suis là, rien de mal ne vous arrivera. Je promets de vous protéger, même si cela signifie affronter votre propre fille. » Les paroles d'Élisabeth flottaient dans l'air comme une promesse solennelle alors qu'elle se préparait pour une autre nuit de veille. À l'extérieur de la fenêtre, les ombres des arbres dansaient dans le jardin, projetant des formes mystérieuses sur les murs de la chambre. La nurse s'installa dans son fauteuil habituel, son carnet sur les genoux, prête à enregistrer tout changement dans l'état de sa patiente. Ses pensées oscillaient entre l'inquiétude et la détermination tandis qu'elle murmurait pour elle-même. « Il se passe quelque chose de très mal dans cette maison et je dois découvrir ce que c'est avant qu'il ne soit trop tard pour vous, Madame Margarita. Je ferai tout, jusqu'au bout. » Aux premières heures du matin, à la demeure Foster, lorsqu'Élisabeth remarqua une agitation inhabituelle dans le couloir, le son presque imperceptible de pas tentant de rester silencieux attira son attention. Se levant de son fauteuil avec précaution pour ne pas réveiller Madame Margarita, la nurse s'approcha de la porte de la chambre, le cœur battant contre sa poitrine. La voix profonde et inconnue de l'homme murmura quelque chose d'incompréhensible mêlé au ton autoritaire de Vivien. « Cela doit être fait ce soir, nous ne pouvons plus attendre. Le testament sera modifié demain. » Élisabeth retint son souffle, essayant de capter plus de détails de la conversation, lorsqu'un grincement de plancher la trahit. Le couloir plongea dans un silence sépulcral lorsque Vivien ouvrit brusquement la porte de la chambre, trouvant Élisabeth debout là. Les yeux de la fille de Madame Margarita brillaient d'une fureur contenue, ses ongles parfaitement vernis tapant contre la porte en bois. « Que faites-vous debout à cette heure ? » « Élisabeth, je pensais que nous avions convenu que vous aviez besoin de plus de repos. Vous savez, j'ai pensé qu'il serait peut-être préférable d'engager une seconde nurse pour partager vos quarts de travail. Il n'est sain pour personne d'être aussi obsédément vigilante dans l'obscurité de la chambre. » Élisabeth commença à remarquer de petites altérations dans les flacons de médicaments qu'elle avait organisés plus tôt. Les pilules pour la tension artérielle de Madame Margarita semblaient différentes, plus foncées, plus grandes. Avec des mains tremblantes, la nurse examina chaque flacon, son estomac se retournant alors qu'elle confirmait ses soupçons. Se tournant vers Vivien, toujours observant depuis l'embrasure de la porte, elle questionna d'une voix ferme. « Madame Vivien, quelqu'un d'autre que vous a-t-il trafiqué les médicaments de Madame Margarita ? Certaines pilules ont été échangées, et cela peut être extrêmement dangereux. En tant que nurse responsable, j'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé ici. » L'odeur de parfum masculin envahit à nouveau la pièce, plus forte cette fois, mêlée à l'arôme métallique de la peur qui semblait émaner de chaque recoin de la chambre. Madame Margarita bougea agitément dans son sommeil, murmurant des mots déconnectés. Élisabeth remarqua une ombre se déplacer dans le couloir, suivie du son distinct de pas masculins précipités. Vivien maintenait son sourire artificiel en répondant. « Cher, je pense que vous avez vraiment besoin de vous reposer. Vous voyez des conspirations là où il n'y en a pas. Si vous continuez avec ces accusations sans fondement, je devrais prendre des mesures plus sérieuses concernant votre emploi. » La tension dans la pièce était palpable alors qu'Élisabeth organisait nerveusement son équipement de surveillance. Ses années d'expérience en tant que nurse lui criaient que quelque chose n'allait vraiment pas. Prenant son téléphone portable, elle commença à photographier discrètement les flacons de médicaments, ses mains tremblant légèrement. La voix de Vivien fendit le silence comme un rasoir. « Que pensez-vous exactement de faire en photographiant des biens privés sans autorisation ? Cela peut avoir des conséquences très sérieuses. Vous savez, peut-être vaut-il mieux que vous remettiez ce téléphone pour votre propre bien. » L'aube commençait à teinter le ciel de teinte rosée lorsqu'Élisabeth remarqua le premier changement significatif dans les signes vitaux de Madame Margarita. La respiration de la vieille femme était plus laborieuse, sa peau prenant une teinte grisâtre inquiétante. Désespérée, la nurse commença à préparer l'équipement d'urgence, ses mains agiles se déplaçant avec précision entraînée. Depuis le couloir, la voix de l'homme mystérieux retentit à nouveau, maintenant plus proche. « C'est fait, ça ne devrait pas prendre longtemps. » Le son fut suivi d'un rire cruel et bas de Vivien, les larmes aux yeux. Élisabeth tenait la main de Madame Margarita, de plus en plus froide, observant impuissante les signes vitaux de la vieille femme commencer à faiblir.
Ses années de formation médicale lui disaient que quelque chose n'allait pas du tout avec la patiente, les réactions n'étaient pas une détérioration naturelle. Se penchant sur sa patiente, elle murmura désespérément. « Madame Margarita, tenez bon. Je vais chercher de l'aide. Je vais prouver ce qu'ils vous font. Je ne peux pas laisser cela arriver. » Le moniteur cardiaque émit des signaux d'alerte de plus en plus fréquents, son bip monotone résonnant à travers les murs de la pièce comme un présage sinistre. Elisabeth courut entre les équipements médicaux, essayant de stabiliser sa patiente, lorsque Vivien entra dans la pièce, son visage masqué d'une fausse préoccupation. « Que se passe-t-il avec ma mère? Vous devriez prendre soin d'elle. Si quelque chose arrive, ce sera de votre responsabilité, Elisabeth. Après tout, vous êtes la nurse responsable des médicaments, n'est-ce pas ?» Avec la lumière du matin inondant enfin la pièce, Elisabeth réalisa qu'elle était seule dans sa lutte. Ses yeux brûlaient de larmes non versées alors qu'elle observait les signes vitaux de Madame Margarita continuer à chuter. Depuis le couloir, elle pouvait entendre Vivien au téléphone, sa voix chargée de fausse détresse. « J'ai immédiatement besoin d'une ambulance. » Elisabeth comprit qu'elle devait quelque chose de mal avec les médicaments. Sa mère était en train de mourir. Le désespoir s'empara d'elle lorsqu'elle réalisa le plan macabre qui se déroulait. « Mon Dieu, ils ne tuent pas seulement Madame Margarita, ils me font accuser du crime. » Le son de la sirène de l'ambulance approchant fendit l'air matinal comme un présage sinistre. Elisabeth, les mains tremblantes et son uniforme taché de sueur, fixa les flacons de médicaments trafiqués, sachant qu'ils étaient la seule preuve de son innocence. Avec une voix étranglée par la peur et la colère, elle murmura pour elle-même. « Je ne les laisserai pas détruire 2 vies ce soir. Je prouverai mon innocence et apporterai justice pour Madame Margarita, même si c'est la dernière chose que je fais dans cette vie. » La chambre de Madame Margarita se transforma en une scène chaotique où l'environnement se mêlait au désordre. Elisabeth resta au chevet, ses mains serrant toujours les flacons de médicaments trafiqués, tandis qu'elle regardait les professionnels initier les procédures d'urgence. Le chef de l'équipe, après avoir rapidement vérifié les signes vitaux en détérioration rapide, jeta un regard interrogateur à la nurse. « Quels médicaments ont été administrés au cours des 12 dernières heures? Nous devons savoir exactement ce qui s'est passé ici. » Avant qu'Elisabeth ne puisse répondre, Vivien intervint, sa voix chargée de venin. « C'est elle qui contrôle tout. En fait, j'ai remarqué des comportements étranges ces derniers jours. » Les minutes qui suivirent semblèrent s'étirer en heures alors que l'équipe médicale luttait pour stabiliser Madame Margarita. Elisabeth essaya désespérément d'expliquer les médicaments altérés, la conversation suspecte qu'elle avait entendue, l'homme mystérieux, mais ses mots semblaient se perdre dans le chaos du moment. Le son des équipements d'urgence remplissait la pièce, se mêlant aux sanglots théâtraux de Vivien, qui parlait maintenant au téléphone. « Miguel, viens vite. Quelque chose de terrible est arrivé à maman et je pense que nous avons enfin découvert pourquoi elle se sentait si mal ces derniers temps. » Le moniteur cardiaque émit un son aigu et continu qui glaça le sang de tous dans la pièce. Elisabeth observa paralysée les paramédics initier des manœuvres de réanimation, ses mains serrant fermement les flacons de médicaments, sa seule preuve, lorsqu'elle sentit quelqu'un les arracher violemment de ses doigts. Se retournant rapidement, elle ne vit qu'une silhouette masculine disparaître par la porte, emportant avec lui son seul espoir de prouver son innocence. La voix rugueuse et inconnue résonna encore dans le couloir. « C'est fait, occupez-vous du reste. » Le chef de l'équipe médicale baissa la tête, éteignant les équipements avec un profond soupir. L'heure du décès, 6h45, fut annoncée à ce moment précis, comme s'il l'avait répété à la perfection. 2 policiers entrèrent dans la pièce. Vivien, le visage masqué d'une douleur étudiée, pointa dramatiquement Elisabeth. C'était elle. Elle contrôlait les médicaments de ma mère, altérait les doses. J'ai essayé de prévenir son comportement obsessionnel, mais personne ne m'a écouté. Ma mère est... Sa voix faillit dans un sanglot parfaitement synchronisé alors que les officiers s'approchaient. Elisabeth sentit le monde s'effondrer autour d'elle, ses jambes tremblant mais sa voix restant ferme. Vous ne comprenez pas, j'aime Madame Margarita comme une mère. Quelqu'un a changé les médicaments du jour au lendemain. Je peux le prouver, mais en cherchant les flacons, je me suis rendu compte que toutes les preuves avaient disparu. À leur place, je n'ai trouvé que les médicaments d'origine, parfaitement organisés, comme s'ils n'avaient jamais été trafiqués. Le son des menottes se refermant autour de ses poignets semblait lointain, irréel, tandis qu'Elisabeth regardait le corps sans vie de Madame Margarita. Vivien organisa discrètement les papiers sur la table d'appoint, y incluant ce qui semblait être un testament parmi eux.
L'homme mystérieux, maintenant vêtu d'un uniforme médical que Elisabeth ne reconnaissait pas, déclara aux officiers en tant que médecin de la famille. Je peux attester qu'il y a eu des altérations suspectes dans l'état de la patiente au cours des dernières semaines, coïncidant avec l'administration des médicaments par la nurse. Les derniers mots de Madame Margarita résonnèrent dans l'esprit d'Elisabeth alors qu'elle était escortée hors de la pièce. « Tu es la fille que j'aurais voulu avoir. » Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage lorsqu'elle réalisa l'ampleur du piège dans lequel elle était tombée. Depuis le couloir, on pouvait encore voir Vivien sourire discrètement en glissant un papier dans son sac à main, un document qu'Elisabeth reconnut brièvement comme étant l'Ancien Testament de Madame Margarita. Dans la voiture de police, Elisabeth jeta un dernier regard à la demeure Foster à travers la fenêtre embuée, son cœur brisé non seulement par la perte de sa chère patiente, mais aussi par la terrible réalisation qu'on la tenait pour responsable de sa mort. Dans son esprit, la voix de l'homme mystérieux et le sourire satisfait de Vivien se mêlaient dans une danse macabre. Avec les mains menottées et une voix étranglée, elle murmura pour elle-même. « Madame Margarita, je jure sur ma vie que je découvrirai la vérité, même si c'est la dernière chose que je fais. Je prouverai que votre propre fille a planifié votre meurtre. » Le tribunal était bondé ce matin-là lorsqu'Elisabeth Walker entra, escortée par 2 gardes. Ses chaînes tintaient dans un rythme mélancolique alors qu'elle observait les visages qui la fixaient avec un mélange de curiosité et de mépris. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mort de Madame Margarita, et chaque jour en détention préventive avait été une torture. Ses yeux autrefois brillants et pleins d'espoir portaient maintenant de profondes ombres, témoins silencieux de nuits sans sommeil. Son avocat commença nerveusement à organiser une pile de papiers sur la table de la défense, lui murmurant à l'oreille. « Reste calme, Elisabeth. Je sais que les preuves semblent accablantes, mais nous pouvons encore convaincre le jury de ton innocence. Nous avons juste besoin que tu racontes ta version exactement comme cela s'est passé. » Au premier rang de l'audience, Vivien Foster siégeait comme une reine sur son trône, portant un ensemble noir élégant qui ressemblait plus à une tenue de soirée qu'à une tenue matinale. À ses côtés, le mystérieux docteur de cette nuit fatidique, maintenant identifié comme le docteur Miguel Sanchez, gardait une expression professionnelle grave. Elisabeth sentit son estomac se nouer en remarquant les échanges discrets de regards entre les deux, lui rappelant la conspiration qu'elle avait observée cette nuit-là. Le procureur Antonio Jax s'approcha du jury, sa voix profonde remplissant la salle d'audience. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous présenterons des preuves irréfutables montrant comment cette nurse, qui aurait dû prendre soin et protéger sa patiente, a trahi la confiance de cette dernière. » Il expliqua comment les médicaments avaient été trouvés parfaitement organisés, une organisation qu'Elisabeth savait ne pas être la sienne. Le chef d'équipe, ajustant nerveusement sa cravate, déclara « À notre arrivée, tous les médicaments étaient catalogués et les dosages clairement altérés. Les notes dans le dossier, rédigées de la main de la défenderesse, montraient des doses bien au-dessus des recommandations. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi méticuleusement planifié en 15 ans de profession. » La présentation des preuves matérielles fut un défilé de preuves fabriquées qui fit sentir à Elisabeth qu'elle était dans un cauchemar. Photographies des flacons de médicaments, rapports de toxicologie et des pages dévastatrices de notes falsifiées dans son écriture, documentant une fausse histoire d'administration incorrecte des médicaments. Son avocat tenta d'objecter, mais ses mots semblèrent se perdre dans l'air. « Votre honneur, je remets en question l'intégrité de ces preuves. Ma cliente affirme que les médicaments ont été échangés la nuit de l'incident et nous avons des raisons de croire qu'il y a eu manipulation des preuves. » Le moment le plus douloureux arriva lorsque Vivien monta sur le banc des témoins. Ses larmes soigneusement répétées scintillaient sous les lumières de la salle d'audience alors qu'elle racontait une histoire complètement tordue. J'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement d'Elisabeth des semaines avant la mort de ma mère. Elle était obsessionnelle, contrôlante, elle ne laissait personne d'autre administrer les médicaments. Maintenant, je comprends que c'était des signes de ce qui allait venir. Ces paroles étaient du pur poison, adouci au miel, et Elisabeth pouvait voir comment le jury buvait chaque mot. Miguel Sanchez fut le témoin suivant, sa présence autoritaire dominant la salle d'audience avec une précision chirurgicale. Il déconstruisit chaque argument de la défense, présentant une analyse détaillée des dossiers médicaux qui avaient été découverts seulement après la mort de Madame Margarita. En tant que médecin personnel de Madame Margarita, je peux attester que sa santé a commencé à se détériorer de manière suspecte dans les dernières semaines de sa vie. Les signes d'un empoisonnement progressif sont évidents dans les tests que j'ai effectués. Les heures s'étiraient alors qu'Elisabeth voyait sa vie être méthodiquement détruite par des mensonges bien construits.
Chaque nouvelle pièce de preuve présentée semblait plus convaincante que la précédente, chaque témoin plus certain dans sa condamnation. Son avocat fit de son mieux, mais était clairement dépassé par la machine d'accusation bien huilée. Mesdames et messieurs du jury, je vous demande de considérer l'historique impeccable de ma cliente, ses années de dévouement à la profession. Quel genre de personne dédierait 3 ans de sa vie à un plan aussi élaboré? Le procureur Antonio Jones se déplaça dans la salle comme un prédateur encerclant sa proie, sa voix dégoulinant d'indignation morale. Une nurse qui abuse de la confiance d'une patiente âgée et sans défense ne mérite aucune pitié. Les preuves sont claires. Nous avons les dossiers altérés, les rapports de toxicologie, les témoins. Chaque pièce s'emboîte parfaitement pour montrer un complot de meurtre méticuleusement planifié. Elisabeth sentit le poids de chaque mot comme une chaîne se refermant autour d'elle alors qu'elle murmurait pour elle-même. « Madame Margarita, pardonnez-moi de ne pas avoir pu vous protéger, mais je jure que je trouverai un moyen de prouver la vérité. » Le juge Javier Wallace observa tout avec une expression impénétrable, prenant parfois des notes dans son carnet. Ce qu'Elisabeth ignorait, c'était que son destin avait été scellé bien avant d'entrer dans ce tribunal. Alors que le soleil de l'après-midi projetait des ombres allongées à travers les hautes fenêtres du palais de justice, elle pensa amèrement. Ils ont tout planifié si parfaitement, chaque détail, chaque preuve, chaque témoin. Comment puis-je lutter contre une telle conspiration bien orchestrée? Le cœur d'Elisabeth s'emballa alors qu'elle montait sur le banc des témoins. Le moment qu'elle avait tant redouté était arrivé, sa seule chance de tenter de convaincre le jury de son innocence. La sueur froide coulait dans son dos alors qu'elle regardait les visages impassibles devant elle. Son avocat, Esteban Flor, ajusta nerveusement sa cravate avant de commencer son interrogatoire. « Mademoiselle Walker, veuillez dire au jury exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. » Prenant une profonde inspiration, Elisabeth commença son récit. « J'ai réalisé que quelque chose n'allait pas lorsque j'ai entendu des voix dans le couloir. Il était tard dans la nuit et j'ai reconnu la voix de Madame Vivien parlant à un homme. Il parlait du testament, de la façon dont tout devait être fait cette nuit-là. » Le procureur Antonio Jones réagit brusquement, sa voix tranchant l'air comme un rasoir. « Objection, votre honneur. » La défenderesse tente de créer une théorie de conspiration sans aucune preuve concrète. Le juge Javier Wallace, qui jusqu'alors feuilletait distraitement des documents, leva les yeux avec désintérêt. « Objection retenue. Mademoiselle Walker, limitez-vous aux faits que vous pouvez prouver. » Elisabeth sentit le désespoir monter dans sa poitrine en voyant sa seule chance de défense être systématiquement anéantie. La tension dans la salle d'audience monta d'un cran lorsque son avocat tenta de soumettre les enregistrements des caméras de sécurité de la demeure. C'étaient les seules preuves concrètes montrant une silhouette masculine entrant dans la maison tard dans la nuit. Avant qu'il ne puisse présenter les enregistrements, Vivien se leva, sa voix chargée de fausses préoccupations. « Votre honneur, je dois avertir que ces caméras ont été installées sans autorisation légale sur une propriété privée. » Le juge Wallace ne perdit pas de temps et rejeta la preuve pour avoir été obtenue illégalement. Elisabeth regarda impuissante sa dernière chance de prouver la présence de l'homme mystérieux disparaître. Le moment le plus dévastateur arriva lorsque le procureur commença son contre-interrogatoire. Chaque question était un piège soigneusement posé, chacune des réponses d'Elisabeth tordue et contournée. « Mademoiselle Walker, vous affirmez que quelqu'un est entré dans la chambre et a changé les médicaments, mais vous n'avez pas vu qui c'était. Vous affirmez avoir entendu une conversation suspecte, mais vous n'avez aucune preuve. Vous admettez être la seule responsable des médicaments, mais vous n'y avoir altéré les dosages. Comment attendez-vous que le jury croie votre parole contre toutes les preuves concrètes que nous avons présentées ?» Elisabeth, désespérée, tenta une fois de plus d'expliquer les flacons de médicaments manquants, les changements qu'elle avait remarqués, le comportement suspect de Vivien, mais ces mots semblaient de plus en plus vides face aux objections constantes du procureur et aux hochements de tête désapprobateurs du juge. Avec des larmes aux yeux, elle implora. « S'il vous plaît, vous devez m'écouter. Pourquoi tuerais-je quelqu'un que j'aime comme une mère? Pourquoi risquerais-je ma carrière, ma vie, tout ce pour quoi je me suis battue? Madame Margarita me faisait confiance, elle connaissait sa fille. » Le procureur interrompit avec un sourire cruel. « Peut-être justement à cause de cela, mademoiselle Walker. Les dossiers montrent que Madame Margarita prévoyait de changer son testament. Curieusement, vous seriez la bénéficiaire d'une somme considérable. Une nurse humble ayant soudainement la chance d'hériter d'une fortune, assez tentant, n'est-ce pas? » Elisabeth sentit son sang se glacer.
C'était la première fois qu'elle entendait parler de ce prétendu changement dans le testament, une autre pièce soigneusement plantée pour l'incriminer. Le juge Wallace consulta sa montre avec impatience tandis qu'Esteban faisait une dernière tentative désespérée pour sauver son client. Il présenta les dossiers de l'historique professionnel impeccable d'Elizabeth, des lettres de recommandation, des témoignages d'anciens patients. Le juge jeta à peine un coup d'œil aux documents avant de déclarer. Y relevant au cas présent. Un historique exemplaire n'exclut pas la possibilité d'un crime prémédité. Elizabeth regarda avec incrédulité chaque pièce de preuve en sa faveur être sommairement rejetée. L'après-midi s'étira et avec elle grandissait le sentiment que tout était perdu. Depuis sa place, Elizabeth pouvait voir Vivien chuchoter quelque chose à l'oreille du docteur Miguel, tous deux à peine capables de cacher leur sourire satisfait. Le procureur préparait ses remarques finales, organisant ses notes avec un air de triomphe. Mesdames et messieurs du jury, ce que nous voyons ici aujourd'hui est le portrait d'une trahison odieuse. Une professionnelle qui a utilisé ses connaissances non pas pour guérir, mais pour tuer. À la table de la défense, Esteban murmura des mots de consolation qui résonnèrent creux. Nous avons encore le processus d'appel, Elizabeth. Je ne cesserai pas de me battre pour toi. Mais ils savaient tous les deux que c'était une bataille perdue d'avance. Le juge Wallace avait déjà fait entendre sa position, ignorant systématiquement toute preuve qui pourrait bénéficier à la défense. Elizabeth pensa amèrement. Ils ont même acheté le juge. Combien de personnes sont encore impliquées dans cette conspiration? Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres oranges à travers les fenêtres du tribunal, lorsque le procureur fit sa déclaration finale. La société attend des professionnels de la santé qu'ils soient les gardiens de la vie, non les messagers de la mort. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de rendre justice et de montrer que personne n'est au-dessus de la loi. Elizabeth ferma les yeux, ses derniers espoirs s'effondrant comme un château de sable. Mon Dieu, ne les laissez pas gagner, ne laissez pas le mensonge triompher de la vérité. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant alors que le jury revenait de délibération. Elizabeth sentit chaque battement de son cœur comme un tambour annonçant sa sentence. Les heures d'attente avaient été une torture, chaque minute s'étirant comme une éternité. Elle observa les visages solennels qui allaient décider de son sort, cherchant en vain un signe de compassion ou de doute. Le président du jury, un homme aux cheveux gris, se leva avec un papier tremblant dans les mains. Après un examen attentif des preuves présentées, ce jury trouve la défenderesse Elizabeth Walker, coupable de meurtre prémédité au premier degré. Le monde sembla ralentir alors que le juge Javier Wallace prenait son marteau, se préparant à rendre le verdict. Vivien Foster ajustait discrètement son collier de perles, un sourire presque imperceptible dansant sur ses lèvres, tandis que le docteur Miguel gardait son expression professionnelle répétée. Le juge écarta la gorge, sa voix résonnant dans la salle comme un décret divin. Elizabeth Walker, étant donné la gravité du crime commis, la position de confiance que vous avez trahie et la nature préméditée de vos actions, ce tribunal n'a d'autre choix que de vous condamner à la peine maximale autorisée par la loi. Vous êtes par la présente condamné à la peine de mort par chaise électrique. Le cri qui s'échappa des lèvres d'Elizabeth semblait venir des profondeurs de son âme. Elle se leva brusquement, ses chaînes cliquetant en protestation métallique. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis innocente. Vous avez tout planifié, elle et ce docteur ont tué Madame Margarita. Les gardes avancèrent rapidement, lui attrapant les bras tandis qu'elle continuait de crier. Vivien, dites la vérité. Dites-leur à propos de l'homme dans le couloir, à propos du testament, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas laisser une personne innocente mourir. Esteban Flor tentait désespérément de joindre sa cliente au milieu du chaos qui avait englouti la salle d'audience. Ses mots se perdaient dans la confusion. Votre honneur, je demande immédiatement un appel. Il y a des preuves qui n'ont pas été prises en compte, des témoins qui n'ont pas été entendus. Le juge Wallace ignora complètement ces protestations, sa voix coupant l'air comme une guillotine. Ordre dans la cour. Emmenez la condamnée. Cette séance est levée. Alors qu'elle était traînée vers la porte, Elizabeth vit Vivien s'approcher du docteur Miguel, ces mots n'étaient qu'un murmure qui atteignait encore ses oreilles. C'est fait, maintenant tout ce qui était à elle est à nous. Le docteur hocha la tête, glissant discrètement ce qui semblait être une copie du testament dans sa mallette. À cet instant, la terrible réalité de la conspiration frappa Elizabeth de plein fouet. Il ne s'agissait pas seulement de tuer Madame Margarita, mais de détruire complètement quiconque pourrait menacer leur plan. Le couloir du palais de justice semblait interminable alors qu'Elizabeth était emmenée par les gardes.
Ses jambes pouvaient à peine la soutenir, mais sa voix ne cessait pas. « S'il vous plaît, quelqu'un doit m'entendre. » Ils ont tout planifié, le docteur était là cette nuit-là, il a changé les médicaments, Vivien a tout organisé pour obtenir l'héritage. Ces mots résonnaient dans les murs de marbre, tombant dans des oreilles sourdes de personnes ayant déjà décidé de son sort. Des photographes se bousculaient pour capturer le moment, leurs flashs explosant comme de petits éclairs dans le couloir. Elisabeth pouvait voir les gros titres du lendemain se former. Infirmière tueuse condamnée à mort. Sa vie, sa réputation, tout est détruit sous ses yeux, tandis que les vrais meurtriers s'enfuient, protégés par leur argent et leur influence. À la sortie du palais de justice, Elisabeth fit une dernière tentative désespérée pour se faire entendre. Se tournant vers les caméras qui l'entouraient, elle cria de toute la force qu'il lui restait. « J'ai consacré ma vie à sauver des gens que j'aime comme une mère. Comment pouvez-vous croire que je serais capable de tuer quelqu'un que j'aime ?» Vivien Foster et le docteur Miguel Sanchez sont les véritables meurtriers. Ils ont tout orchestré pour obtenir l'héritage. Le soleil se couchait à l'horizon lorsque la camionnette de prison commença à bouger, emmenant Elisabeth vers le couloir de la mort. À travers la petite fenêtre grillagée, elle vit Vivien et le docteur Miguel quitter le palais de justice, montant dans leur voiture luxueuse comme s'ils quittaient simplement une journée de travail normale. Dans son cœur, une promesse brûlante se formait. « Ça ne restera pas comme ça. Même si c'est la dernière chose que je fais, je trouverai un moyen de prouver la vérité, Madame Margarita. Je promets que votre mort ne sera pas vaine. » Sur le trottoir, une silhouette solitaire regardait la camionnette s'éloigner. L'officier de police licencié, Jackson Wallace, qui avait discrètement suivi tout le procès, fronça les sourcils en griffonnant quelque chose dans son carnet usé. « Il y a quelque chose de très mal dans cette affaire et je vais découvrir ce que c'est. » L'appartement de Jackson Wallace reflétait parfaitement le chaos qui régnait dans sa vie, des bouteilles vides empilées dans les coins, de vieux journaux couvrant chaque surface disponible et l'odeur de fumée de cigarette imprégnant l'air stagnant. Assis dans son fauteuil usé, l'officier licencié regardait les gros titres sur l'affaire Walker pour la 1000e fois. La faible lumière du matin filtrait à travers les rideaux poussiéreux, illuminant son visage marqué par de profondes cernes et une barbe de plusieurs jours. Ses yeux, bien que fatigués, conservaient cette lueur particulière que ses anciens collègues craignaient tant, le regard de quelqu'un qui ne pouvait pas laisser une affaire non résolue. Il y a quelque chose qui cloche ici, quelque chose que tout le monde laisse passer. L'horloge sonnait 15 heures lorsque Jackson se leva finalement, titubant vers la cuisine en désordre. Ses mains tremblaient alors qu'il tentait de préparer un café fort, une tentative pathétique de remplacer la bouteille de whisky qu'il gardait dans le placard. Le rapport médical éparpillé sur la table racontait une histoire qu'il essayait d'ignorer, un stade précoce de la dépression sévère avec une recommandation de congé immédiat du travail. Ramassant la tasse fumante, il murmura pour lui-même. 25 ans dans la force et où cela m'a-t-il mené ? Un policier brisé et alcoolique obsédé par une affaire qui ne devrait même pas être la mienne. Les murs de l'appartement racontaient l'histoire d'une carrière autrefois brillante, maintenant en ruine, des médailles de l'honneur couvertes de poussière, des photographies jaunies de meilleurs moments, des coupures de journaux célébrant ses réalisations passées. Jackson s'arrêta devant elle, son reflet dans le verre embué montrant un homme qu'il reconnaissait à peine. Sa main atteignit instinctivement l'insigne qui n'était plus là. Ils m'ont tout pris parce que je ne pouvais pas suivre les règles, parce que je ne savais pas quand m'arrêter. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent. L'affaire de l'infirmière condamnée avait capturé son attention dès le premier instant. Il y avait quelque chose dans l'histoire qui ne correspondait pas, des détails trop parfaitement alignés. Jackson commença à étaler les coupures de journaux sur le sol, créant une chronologie improvisée, ses mains tremblantes mais ses yeux concentrés comme ils ne l'avaient été depuis des mois. Une infirmière exemplaire, sans casier judiciaire, dévouée à sa patiente depuis 3 ans et qui décide soudainement de la tuer. Cela n'avait aucun sens. C'était trop propre, trop organisé. Le soleil se couchait déjà lorsqu'il trouva le premier détail étrange dans une petite note de bas de page presque imperceptible. Il y avait mention du médecin de famille, le docteur Miguel Sanchez, prenant en charge l'affaire seulement 2 semaines avant la mort de Madame Margarita. Ramassant son carnet usé, il commença à prendre des notes frénétiques. Pourquoi changer le médecin de confiance si proche de la fin ? Et pourquoi personne n'a-t-il remis en question cela pendant le procès ? Pendant le procès, les heures s'étiraient alors que Jackson s'enfonçait de plus en plus dans l'affaire. Chaque nouvelle découverte semblait mener à plus de questions sans réponse. Ses anciens instincts de policier, émoussés par l'alcool et la dépression, commençaient à se réveiller.
Se levant avec difficulté, il commença à créer une fresque improvisée sur un des murs, reliant les rapports avec des morceaux de ficelle. Il y a un schéma ici, quelque chose qu'ils ne veulent pas que personne voie. Mais l'horloge approchait de minuit lorsque la première bouteille de whisky fut ouverte. Jackson savait qu'il brisait sa promesse de sobriété, mais le tremblement dans ses mains devenait insupportable alors que le liquide ambré brûlait sa gorge. Ses yeux ne quittaient pas la fresque qu'il avait créée. Quel genre de meurtrier laisse autant de preuves? C'est comme si quelqu'un plantait soigneusement chaque indice. Mais qui aurait tant à gagner de la mort d'une femme âgée et riche? Un coup fort à la porte le surprit. Son voisin, agacé par le bruit de son enquête nocturne, criait des menaces depuis le couloir. Jackson l'entendit à peine, ses yeux fixés sur une photographie du palais de justice. Vivian Foster, la fille de la victime, parlant avec le docteur Sanchez au fond de la pièce. Il y avait quelque chose dans leur langage corporel, une intimité qui semblait déplacée. Ils se connaissaient, mais d'où et depuis combien de temps? Le son lointain des sirènes le ramena à la réalité. Jackson regarda son reflet dans la fenêtre sombre, un homme ruiné combattant ses propres démons tout en essayant de résoudre un mystère qui ne semblait intéresser personne d'autre. Prenant son téléphone, il commença à composer un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois. « Florence, j'ai besoin de ton aide. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit après tout, mais il y a une femme innocente sur le point de mourir et je pense avoir trouvé quelque chose que personne d'autre n'a vu. » La bouteille de whisky était presque vide lorsque Jackson sentit la première vague de nausée. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le téléphone, tandis que la voix de Florence au bout du fil devenait de plus en plus distante. « Jackson, tu dois te calmer. Tu bois encore, n'est-ce pas? Je ne peux rien faire si tu n'es pas sobre. » Titubant vers la salle de bain, il fixa son reflet dans le miroir taché. « Florence, tu ne comprends pas. Il se passe quelque chose de gros ici. Cette nurse, Elizabeth, quelqu'un a tout planifié. » Le son du téléphone frappant le mur résonna à travers l'appartement vide. Jackson glissa par terre, la tête tournant alors que des démons familiers le hantaient, images d'anciens cas, visages de victimes qu'il n'a pas pu sauver, moments de faiblesse qui ont coûté sa carrière. Tout se mélangeait dans une danse macabre dans son esprit. À travers la brume alcoolisée, une voix dans sa tête criait de plus en plus fort. « Lève-toi, une femme innocente va mourir si tu ne fais rien. C'est ta dernière chance de faire ce qu'il faut. » La horloge numérique affichait 3h40 du matin lorsque Jackson réussit enfin à se traîner jusqu'à sa fresque murale improvisée. Ses yeux rouges scrutaient les connexions qu'il avait tracées, cherchant désespérément le motif qu'il savait être là. Une photographie en particulier attira son attention, le docteur Miguel Sanchez quittant le palais de justice après le verdict. Il y avait quelque chose dans son visage, un sourire presque imperceptible qui semblait déplacé pour quelqu'un qui venait de témoigner dans une affaire de meurtre. « Tu caches quelque chose, n'est-ce pas? » Les heures suivantes furent une lutte constante entre son besoin d'enquêter et les tremblements de sevrage de plus en plus violents. Jackson essaya de se concentrer sur les rapports, mais les lettres dansaient devant ses yeux tandis que son corps réclamait plus d'alcool. Une sueur froide coulait sur son visage alors qu'il marmonnait pour lui-même. « Je ne peux pas boire maintenant, je dois penser clairement. Il y a une connexion ici, quelque chose que je vois presque. » À l'aube, Jackson se trouvait entouré de dizaines de coupures de journaux fraîches, ses mains tachées d'encre griffonnant frénétiquement dans son carnet. Chaque nouvel article révélait de petites incohérences, des détails qui semblaient insignifiants isolément mais commençaient à former un motif inquiétant. Sa voix rauque résonnait dans l'appartement vide. Tout commence et se termine avec le testament, mais pourquoi personne n'a-t-il remis en question les changements? Pourquoi personne n'a-t-il enquêté sur l'histoire du docteur? Une vague soudaine de nausée le fit laisser tomber une pile de documents. Alors qu'il essayait de les réorganiser avec des mains tremblantes, ses yeux repérèrent quelque chose qu'il avait manqué auparavant, une petite note dans un journal d'il y a 3 mois mentionnant la vente d'une clinique privée. Le nom de l'acheteur fit battre son cœur plus vite, Miguel Sanchez achetant une clinique de luxe 2 semaines après la mort de Donna Margarita. D'où venait tout cet argent? Le bruit des pas dans le couloir le fit se figer. Des années d'expérience policière avaient affiné ses instincts et quelque chose dans ce mouvement ne semblait pas normal. Se traînant jusqu'à la fenêtre, Jackson vit une voiture noire garée de l'autre côté de la rue, 2 hommes en costume observant son bâtiment. Son cœur battait la chamade. Ils savent que j'enquête. Mais comment? Qui? Le téléphone sonna, faisant sursauter Jackson. C'était Florence encore, sa voix maintenant lourde de véritable inquiétude. Jackson écouta attentivement. « Arrête d'enquêter sur cette affaire maintenant.
Je viens de recevoir un avertissement officiel. Si tu continues à fouiner, ils rouvriront ton processus de licenciement. Cette fois, ils ne prendront pas seulement ton insigne. Il le coupa. Sa voix tremblait, plus que de sevrage. Florence, c'est exactement pour ça que je dois continuer. Ils essaient de me faire taire, ce qui signifie que je m'approche de quelque chose de gros. Les murs de l'appartement semblaient se refermer sur lui alors que la réalité de sa situation devenait claire. D'un côté, ses démons personnels menaçaient de le consumer, de l'autre, une conspiration bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé commençait à se déployer. Serrant la dernière bouteille de whisky dans ses mains tremblantes, Jackson fit face au choix le plus difficile de sa vie: je peux céder maintenant, retourner à la bouteille et oublier tout cela, ou je peux redevenir le flic que j'étais. Le choix que je ferai dans les prochaines heures déterminera si une femme innocente vit ou meurt. La bouteille de whisky se brisa contre le mur, son contenu suintant lentement comme des larmes dorées. Jackson avait fait son choix, les mains toujours tremblantes mais l'esprit de plus en plus clair. Il retourna son attention complète sur le mur d'épreuve. Le soleil du matin illuminait maintenant pleinement l'appartement, révélant les connexions que l'obscurité avait cachées. Ses yeux parcouraient frénétiquement chaque coupure, chaque photographie, chaque note griffonnée. Ça doit être ici, il doit y avoir quelque chose qui prouve le lien entre eux. Parmi les piles de vieux rapports, Jackson trouva une photographie de société datant d'il y a 6 mois. C'était un événement caritatif dans un hôpital local. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il remarqua en arrière-plan de l'image Vivien Foster et Miguel Sanchez conversant intimement dans un coin. La date de la photo était cruciale, 3 mois avant la mort de Doña Margarita, bien avant que le docteur ne soit supposément assigné à l'affaire. Ils avaient menti, ils se connaissaient déjà, mais pourquoi le cacher? Que cache-t-il d'autre? Avec une énergie renouvelée, Jackson commença à reconstituer une nouvelle chronologie. Ses mains volaient sur les documents, ordonnant les événements, connectant les dates. Le motif commençait à émerger comme une toile sinistre: l'achat de la clinique, les changements de testament, le changement de docteur pratique, tout parfaitement synchronisé. En parlant à lui-même, sa voix tremblait d'excitation. Ce n'était pas un crime passionnel, c'était une exécution d'entreprise. Chaque mouvement était calculé, chaque détail planifié des mois à l'avance. La révélation la plus choquante vint lorsque Jackson commença à fouiller dans le passé du docteur Miguel Sanchez. Dans sa recherche frénétique, il trouva une petite note nécrologique datant de 2 ans. Un autre patient âgé, une autre mort suspecte, un autre testament modifié dans les dernières semaines de vie. Son sang se glaça, ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça, mais cette fois, il n'y avait pas d'infirmière à incriminer. Les sirènes de police retentissant dans la rue firent instinctivement plisser Jackson les yeux et se baisser près de la fenêtre. Il pouvait voir que la voiture noire était toujours là, ses occupants mystérieux gardant une surveillance constante. Avec des doigts tremblants, il attrapa son téléphone et commença à photographier chaque parcelle de preuve, chaque connexion qu'il avait découverte. Sa voix était à peine un murmure: si quelque chose m'arrive, quelqu'un doit connaître la vérité. Le bruit des pas dans le couloir revint, cette fois plus proche. Jackson pouvait entendre des voix étouffées, le tintement distinct d'une clé insérée dans la serrure de l'appartement d'accent grave côté. Rapidement, il commença à ranger les preuves les plus accablantes dans un vieux dossier, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir exploser. Ils se rapprochent, mais ils ne peuvent pas m'arrêter maintenant, pas quand je suis si proche. C'est alors que ses yeux repérèrent quelque chose qu'il avait manqué auparavant dans la photo du palais de justice. Partiellement caché derrière Vivien, un document glissait de son dossier. Avec une loupe, Jackson pouvait à peine distinguer une partie de l'entête, accord de partenariat de la clinique. Le reste était flou, mais c'était suffisant. Ses mains tremblaient en faisant la connexion finale. La clinique, ce n'était pas seulement un pot de vin, c'était un paiement pour un contrat. Le bruit de verre brisé dans le couloir le fit sursauter. Jackson attrapa le dossier de preuves, son cerveau travaillant frénétiquement pour trouver une échappatoire. Les voix étaient encore plus proches maintenant, ne cachant plus rien. Avec des mains tremblantes, il tapait un dernier message à Florence. « J'ai trouvé le lien, la clinique est la clé de tout. Si quelque chose m'arrive, regarde l'obituary d'Isabelle Foster, il y a 2 ans, même docteur, même la poignée de sa porte commença à tourner lentement. » Jackson jeta un dernier regard sur sa fresque murale, sur les connexions qu'il avait faites, sur la vérité qu'il avait découverte. Un sourire amer se forma sur ses lèvres alors qu'il murmurait « Elizabeth Walker, tu n'es pas seule dans ce combat, et maintenant j'ai un moyen de prouver ton innocence. » La porte de l'appartement s'ouvrit violemment, la lumière du matin envahit l'appartement de Jackson à travers les fenêtres embuées,
illuminant la transformation que l'endroit avait subie pendant la nuit. Ce qui était autrefois un salon chaotique était maintenant devenu un centre d'enquête improvisé. Le mur principal, autrefois couvert de taches humides, affichait maintenant une carte élaborée de connexions. Des photographies, des coupures de journaux et des notes occupaient chaque centimètre disponible, toutes reliées par des fils rouges qui serpentaient comme des veines exposées. Maintenant, au troisième jour de sobriété, Jackson ajusta une nouvelle photographie sur la fresque murale tout en marmonnant pour lui-même. Chaque meurtre a un motif, une signature, et celui-ci présente tous les signes d'une opération professionnelle. Florence arriva à l'appartement portant 2 sacs en papier, l'un avec du café fort et l'autre avec les dossiers qu'elle avait réussi à emprunter au département. Son visage montrait un mélange d'inquiétude et d'admiration pour le dévouement de son ancien partenaire. Les cernes profondes de Jackson et ses mains encore tremblantes trahissaient sa lutte contre l'addiction, mais ses yeux brillaient d'une clarté qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Déposant les dossiers sur la table improvisée, elle commenta « Jackson, tu remues un nid de frelons. La moitié de ces documents sont confidentiels et l'autre moitié. Eh bien, disons que des gens puissants ne seront pas heureux de savoir que nous enquêtons. » Au centre de la fresque murale se trouvait une photographie agrandie de Madame Margarita Foster, entourée d'images de tous les impliqués dans l'affaire. Jackson avait tracé des lignes connectant chaque personne, chaque événement, chaque détail apparemment insignifiant à côté de la photo du docteur Miguel Sanchez. Une série de documents détaillait l'acquisition récente de sa clinique privée près de ses rapports. Les rapports sur Vivian Foster révélaient un motif d'affaires suspect et des connexions politiques douteuses. Depuis sa chaise usée, Jackson observa la fresque attentivement tout en partageant ses découvertes. « Regarde ça, Florence, au cours des 5 dernières années, 4 personnes âgées et riches sont mortes dans des circonstances similaires. Dans chaque cas, il y avait des modifications suspectes des testaments, des changements soudains de docteur et toujours quelqu'un de commode à blâmer. » Les heures s'étaient étirées alors qu'il plongeait de plus en plus profondément dans l'enquête. Florence organisait méthodiquement chaque nouveau document, créant une chronologie détaillée des événements. Sa formation d'enquêtrice l'aidait à voir des motifs que d'autres auraient pu manquer. Avec une tasse de café froid à la main, elle pointa une série de coïncidences troublantes. « Jackson, as-tu remarqué que dans chaque cas, il y avait un professionnel de la santé qui était blâmé? Une infirmière, une aide-soignante, même un physiothérapeute. Ils avaient tous des dossiers impeccables jusqu'à ce qu'ils soient accusés et ils ont tous été jugés par le même juge. » Un bruit dans le couloir fit que Jackson s'approcha prudemment de la porte. À travers le judas, il ne vit que le facteur s'éloigner. En ouvrant la porte, il trouva une enveloppe brune sans adresse de retour, contenant une seule photographie, son appartement photographié depuis la rue avec la fenêtre du salon montrant clairement sa fresque d'enquête. Au verso, un message simple, « Certains cas doivent rester clos. » Montrant la photo à Florence, sa voix trembla. Non de peur mais de certitude, nous sommes proches de quelque chose de gros. Il ne nous menacerait pas s'il n'était pas sur la bonne voie. L'après-midi s'égrena tandis que Florence découvrait quelque chose dans les dossiers concernant le juge Javier Wallace. Ces dernières années, ses décisions dans des affaires impliquant certaines entreprises suivaient un motif suspect. Encore plus intrigant, étaient les fréquents voyages qu'il faisait au même complexe de luxe où Vivian Foster passait ses week-ends. En partageant ses découvertes avec Jackson, elle murmura « Cela va bien au-delà d'un simple meurtre, nous parlons d'un réseau entier de corruption et de pouvoir. » Jackson accorda une attention particulière au dossier de la nuit du meurtre. Quelque chose dans le rapport officiel le dérangeait. La précision technique avec laquelle les médicaments avaient été trafiqués suggérait une connaissance non seulement de la médecine mais aussi des procédures policières. Quelqu'un qui savait exactement comment une enquête de empoisonnement serait menée. En étudiant les détails, il partagea sa théorie avec Florence. Le tueur n'est pas un amateur, il savait exactement comment planter les preuves, comment manipuler la scène de crime. Ce genre de connaissances nécessite un accès interne au département. Les ombres de la nuit commencèrent à s'étirer lorsque Florence trouva une connexion troublante dans sa recherche de motifs. Elle avait découvert que le même officier de police apparaissait en périphérie dans plusieurs des affaires précédentes, toujours comme témoin secondaire, jamais comme enquêteur principal. Avant qu'elle ne puisse approfondir sa découverte, un bruit de verre brisé dans le couloir les fit se figer. Jackson éteignit rapidement les lumières. Chuchotant, « Quelqu'un nous surveille et cette fois, ils ne veulent pas seulement nous faire peur. » Le silence qui suivit était assourdissant. Jackson et Florence restèrent immobiles dans l'obscurité, leur cœur battant si fort qu'ils semblaient résonner contre les murs. Des années d'expérience policière leur avaient dit qu'ils étaient en véritable danger. Avec des mouvements calculés,
Jackson commença à rassembler les preuves les plus importantes dans un dossier. Chuchotant à sa partenaire, « Nous devons tous sortir d'ici, ils ne vont pas nous laisser beaucoup de temps. » Une nouvelle enveloppe glissa sous la porte, cette fois contenant seulement une coupure de journal. La nouvelle de l'ordonnance de mort d'Elizabeth Walker par chaise électrique, les mots « 2 semaines » barrés en rouge sur le titre. Jackson sentit son estomac se retourner, le temps presse. Florence, nous avons 2 semaines pour empêcher qu'une femme innocente soit exécutée pour un crime qu'elle n'a pas commis. Le moment était complètement bloqué quand le premier coup de feu transperça la fenêtre de l'appartement de Jackson. Le verre explosa en milliers de fragments tandis que lui et Florence se jetèrent au sol. La balle atteignit le centre de la fresque, perçant précisément la photographie de Donna Margarita et roulant vers un coin plus protégé. Jackson sortit son vieille arme du tiroir tout en chuchotant à Florence, « Ce n'est plus un avertissement, ils essaient de nous faire taire, nous devons sortir toutes les preuves d'ici maintenant. » Le téléphone de Jackson sonna, coupant le silence tendu qui s'était installé. La voix de l'autre côté était profonde et contrôlée. « Inspecteur Wallace, ta réputation a toujours été celle de quelqu'un qui sait reconnaître une cause perdue. Je te suggère de réactiver cet instinct. Certaines affaires doivent rester résolues. Considère ce coup comme un rappel amical que tout le monde n'a pas autant de patience que moi. » Jackson sentit son sang bouillir en répondant, « Qui parle? Comment as-tu obtenu ce numéro ?» Florence travaillait rapidement, plaçant des documents cruciaux dans un dossier tout en scannant d'autres avec son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement, mais des années de formation policière la maintenaient concentrée. Un bruit dans le couloir la fit s'arrêter. Des pas lourds s'approchent. Sa voix était juste un murmure. « Jackson, quelqu'un d'autre arrive, nous avons besoin d'une échappatoire. Ils ne peuvent pas obtenir ces preuves, pas après ce que nous avons découvert sur le juge et cet officier corrompu. » Le deuxième coup de feu provenait du couloir, transperçant la porte de l'appartement. Jackson poussa Florence derrière une armoire en criant « Descends !» La balle traversa directement où elle se tenait, quelques secondes avant. Au milieu du chaos, Jackson remarqua quelque chose de familier dans le son du coup de feu, c'était une arme de poing standard de police. Son esprit travaillait alors qu'il chuchotait « Florence, ce ne sont pas des tueurs à gages ordinaires, ce sont des policiers. Quelqu'un du département est profondément impliqué dans cela. » Une nouvelle enveloppe glissa sous la porte, cette fois contenant des photos de la fille de Florence quittant l'école. Le message était clair, « Ils savent tout de nos vies et personne n'est en sécurité. » Florence sentit son cœur s'arrêter un instant, ses mains serrant l'enveloppe si fort que ses doigts devenaient blancs. « Jackson, ils surveillent nos familles. Comment pouvons-nous combattre des gens sans limite ?» Le bruit des sirènes approchantes incita Jackson à passer à l'action. Des années d'expérience lui dirent que ce n'était pas une intervention de sauvetage, mais un piège. Attrapant le dossier avec les preuves les plus importantes, il commença à guider Florence vers l'escalier de secours. « Nous devons nous séparer, tu prends les documents originaux ou gardes les copies numériques. S'ils attrapent l'un de nous, l'autre aura encore une chance de prouver la vérité. » Plus de coups de feu retentirent dans le couloir, cette fois accompagnés de voix autoritaires ordonnant d'ouvrir la porte. Jackson reconnut l'une des voix, appartenant à quelqu'un de haut rang dans le département de police. Son cœur battait encore plus vite alors qu'il réalisait l'ampleur de la conspiration. « Florence, cela dépasse largement un meurtre, c'est une opération organisée avec des gens puissants protégeant quelque chose de bien plus grand. » Le téléphone de Jackson vibra avec un message texte, une photo de l'appartement de sa mère suivie d'un simple texte, « Dernière chance, arrête maintenant ou nous commençons par ce que tu aimes. » Ses mains tremblaient de rage alors qu'il montrait le message à Florence, « Ils savent que nous sommes proches, ils savent que nous avons découvert la connexion entre le juge Wallace, Vivien et cet officier mystérieux qui apparaît toujours dans les affaires. » Un fort coup résonna sur la porte, annonçant que le temps était écoulé, il faisait irruption. Jackson poussa Florence vers l'escalier de secours, lui tendant une clé USB, « Voici tout ce que nous avons trouvé, va à l'endroit où nous nous rencontrions pour les anciennes affaires, ne fais confiance à personne du département. » Florence hésita un instant avant de disparaître dans l'obscurité, ces derniers mots presque perdus dans le chaos. « Jackson, ne fais rien de stupide, Elizabeth Walker a besoin que nous soyons vivants. » La porte céda enfin et des hommes armés envahirent l'appartement. Jackson resta immobile au centre de la pièce, les mains levées, observant des visages familiers parmi les intrus, des policiers qu'il connaissait depuis des années agissant maintenant comme des mercenaires. Une voix familière trancha le silence. « Jackson Wallace, vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice et ingérence dans une affaire close.
Ne vous compliquez pas la vie, oubliez tout ce que vous avez découvert sur Walker. Jackson était assis dans une salle d'interrogatoire froide, les mains menottées à la table métallique. À travers le reflet du miroir à sens unique, il pouvait voir l'état déplorable dans lequel il se trouvait, visage meurtri, chemise déchirée, un filet de sang coulant sur sa tempe. Les dernières 12 heures avaient été un cauchemar d'interrogatoires agressifs et de menaces voilées, mais dans son esprit, une seule chose comptait. Florence avait échappé avec les preuves les plus importantes et il devait lui gagner du temps. Fixant son reflet, il murmura « Vas-y, je ne te donnerai pas ce que tu veux ». Le chef de la police, Antonio Hernandez, entra dans la pièce portant un dossier épais, l'historique professionnel de Jackson. Son visage habituellement amical arborait maintenant un masque étudié de déception. En s'asseyant, Antonio dit « Je vais être direct, ton obsession pour l'affaire Walker fait du mal à beaucoup de gens. Le juge Wallace s'est personnellement inquiété de tes enquêtes parallèles, tu creuses ta propre tombe, et pourquoi ? Pour un tueur condamné. » Dans les dernières heures d'enquête avant le raid, Jackson avait trouvé quelque chose de troublant. Des transferts bancaires suspects entre des sociétés écrans liées à Vivien Foster et des comptes pouvant être connectés au juge Wallace. Tout était circonstanciel, rien qu'il pouvait prouver en cours, mais les motifs étaient trop clairs pour être une coïncidence. Gardant son expression neutre, il répondit « Je fais juste mon travail, ou du moins le travail que personne d'autre n'a le courage de faire. » Un nouvel officier entra dans la pièce, chuchotant quelque chose à l'oreille d'Antonio. Jackson remarqua un léger changement dans son expression, quelque chose avait mal tourné avec leur plan. Le chef de police tenta de garder son calme en glissant une photographie sur la table. C'était le tableau d'enquête de Jackson complètement détruit. Sa voix portait une menace à peine voilée. « Nous n'avons rien trouvé dans ton appartement, aucune preuve, aucun document. Où est-ce ? Tout ? Jackson, où est Florence ? » La mention du nom de son ancien partenaire fit bouillir le sang de Jackson, mais il garda son expression impassible. Dans son esprit, il rejoint les connexions qu'il avait découvertes. Le motif des décès des victimes âgées et riches toujours avec le même modus operandi, toujours avec le même juge présidant les affaires, toujours avec un professionnel innocent pour prendre le châtiment. Et maintenant, pour la première fois, une vraie menace à leur opération, une infirmière qui avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Un léger sourire se forma sur ses lèvres meurtries. Il répondit « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. » Les heures suivantes furent un jeu de chat et de souris. Davantage d'officiers entraient et sortaient de la pièce, chacun essayant une approche différente, menaces, promesses, appel à sa conscience. Rien ne fonctionnait. Jackson savait que chaque minute qu'il les gardait occupés était une minute de plus pour Florence d'organiser les preuves et trouver de l'aide. Son esprit revenait sans cesse à un détail qu'il avait remarqué dans les dossiers, des appels fréquents entre le téléphone portable personnel du juge Wallace et un numéro enregistré à l'une des entreprises de Vivien, toujours les jours précédant les décès suspects. Le soleil se couchait déjà lorsqu'Antonio revint pour la dernière fois, cette fois avec une expression différente. Il posa une nouvelle photographie sur la table, la voiture de Florence garée devant un hôtel en bord de route. Nous ne l'avons pas encore trouvée, mais ce n'est qu'une question de temps. Tu as un choix à faire, Jackson. Tu peux nous dire où sont les preuves maintenant ou tu peux regarder ton partenaire être entraîné dans le même trou que celui que tu as creusé. Un jeune officier se précipita dans la pièce, remettant à Antonio un papier. Jackson observa attentivement sa réaction, quelque chose l'avait profondément perturbé. Profitant du moment de distraction, il laissa échapper une pensée à haute voix. C'est intéressant comment certains motifs se répètent, n'est-ce pas ? Les mêmes personnages, les mêmes histoires, sauf que cette fois, tu as choisi la mauvaise victime à encadrer. Le chef se leva brusquement, sa chaise raclant le sol en béton. Avant de partir, il se tourna vers Jackson avec un regard glacial. Tu as 48 heures pour remettre tout ce que tu as. Après cela, il quitta la pièce, la menace suspendue dans l'air, mais Jackson à peine l'entendit. Son esprit était concentré sur un détail crucial qu'il avait remarqué dans les dernières secondes sur le papier que le jeune officier avait apporté, il y avait un en-tête officiel des exécutions du département. La date fixée pour l'exécution d'Elizabeth avait été avancée. Seul dans la salle d'interrogatoire, Jackson laissa un sourire amer se former sur son visage meurtri, ils avaient peur et cela signifiait que lui et Florence étaient sur la bonne voie. Il murmura pour lui-même, « Le temps presse, Elizabeth, mais je promets que je ne te laisserai pas mourir pour un crime que tu n'as pas commis, même si c'est la dernière chose que je fais. » Les corridors froids du pénitencier pour femmes de Savannah résonnaient du son métallique des barreaux se verrouillant pour la nuit.
Elizabeth Walker, maintenant connue seulement sous le numéro 1,742, se recroquevillait sur son matelas fin, essayant d'ignorer les douleurs qui traversaient son corps. 3 mois s'étaient écoulés depuis sa condamnation et chaque jour était une nouvelle leçon de survie. Son uniforme orange autrefois propre et soigné, comme tout dans sa vie maintenant, montrait des taches que aucun lavage ne pouvait enlever, des marques physiques de sa nouvelle réalité. Ses pensées vagabondaient alors qu'elle regardait les ombres sur le mur. « Madame Margarita, tu ne croirais pas ce que ta mort a causé. Ta fille a réussi, elle a détruit non seulement ta vie mais la mienne aussi. » Le petit déjeuner était toujours le premier test quotidien d'endurance. Elizabeth serrait son plateau métallique de mains tremblantes, essayant de se fondre dans la foule des détenus. Une voix aiguë traversa la cafétéria, « Regarde qui est là, l'infirmière tueuse, fais attention aux égratignures, elle pourrait être empoisonnée. » Un rire résonna dans la salle alors qu'elle s'asseyait dans un coin isolé, avalant non seulement la nourriture fade mais aussi sa dignité. Une détenue plus âgée passant devant sa table chuchota avec mépris, « Ma mère est morte dans une maison de retraite, les gens comme toi méritent bien pire que la chaise électrique. » Pendant les heures passées dans la cour, Elizabeth essaya de rester proche des gardiens, une stratégie qui ne fonctionnait pas toujours. La cour était un champ de mines de rivalité et de hiérarchie, et elle était au bas de la pyramide sociale de la prison. Sa connaissance médicale, autrefois source de fierté, était maintenant sa plus grande malédiction. Les autres détenus l'évitaient comme si sa prétendue capacité à tuer était contagieuse. Une détenue plus jeune, nouvelle dans le bloc, tenta de l'aborder pour une conversation mais fut rapidement tirée par d'autres. « Reste loin d'elle, cette infirmière tueuse tue des personnes âgées avec un sourire sur le visage, imagine ce qu'elle pourrait faire à une nouvelle comme toi. » Seule dans sa cellule, Elizabeth ne pouvait plus maintenir la façade de force qu'elle présentait pendant la journée. Ses doigts délicats, autrefois sauvés des vies, traçaient maintenant des motifs invisibles sur les murs rugueux. Le silence était brisé seulement par les sanglots étouffés d'autres prisonnières et les cris lointains occasionnels. À des moments comme ceux-ci, elle laissait tomber ses propres larmes, chuchotant pour elle-même, « Maman, tu me manques tellement. Tu as toujours dit que la vérité prévaut, mais ici, la vérité n'a aucune valeur. » La routine carcérale était une danse de survie méticuleuse. Chaque mouvement devait être calculé, chaque mot mesuré. Les autres détenus avaient transformé « infirmière » en une insulte, une marque de honte qui la suivait dans les couloirs. Lors d'une séance obligatoire avec la psychologue de la prison, Elizabeth tenta d'expliquer son tourment, « Ce n'est pas seulement l'emprisonnement, docteur, c'est comme si chaque personne ici avait fait de sa mission de me rappeler qu'aux yeux du monde, je suis un monstre et le pire, c'est que je ne peux même pas les blâmer. Si j'étais de l'autre côté, je pourrais penser la même chose. » L'infirmerie de la prison, qui aurait dû être son refuge naturel, était devenue un autre lieu de torture. Les médecins et les infirmières la traitaient avec un mépris particulier, comme si sa simple présence était une tache sur la profession. Lorsqu'elle développa une infection après avoir été agressée dans la cour, le médecin en charge jeta à peine un coup d'œil à ses blessures. Comme c'était ironique, n'est-ce pas? La tueuse âgée ayant besoin de soins médicaux, prends un analgésique et retourne dans ta cellule, j'ai de la vraie patience pour m'occuper de toi. Les visites étaient rares, peu d'amis étaient restés à ses côtés après la condamnation. Son défenseur public apparaissait occasionnellement, toujours avec la même expression abattue, toujours avec les mêmes mauvaises nouvelles sur les appels refusés. Assise dans la zone de visiteurs vide, Elizabeth regarda d'autres détenus étreindre leur famille, pensant amèrement que même les pires criminels ici reçoivent des visites. Moi qui suis innocente, je suis complètement seule. Les cauchemars étaient constants, chaque nuit, Elizabeth revivait les derniers moments de Madame Margarita, les instants de l'arrivée des ambulanciers, les accusations, le procès. Elle se réveillait toujours au même moment où la sentence était prononcée. Sa codétenue, une femme calme purgeant une peine pour vol, l'entendait murmurer pendant ces épisodes, « Ce n'était pas moi, s'il te plaît crois-moi, je ne l'ai pas tué. » Les heures s'étiraient comme des jours, les jours comme des mois. Elizabeth sentait son esprit se briser lentement, comme une branche exposée à une pression constante. Ses mains autrefois stables lors de l'administration de médicaments tremblaient maintenant constamment. Assise dans sa cellule, regardant à travers les barreaux le ciel nocturne, elle laissa échapper une pensée sombre. Peut-être est-il plus facile d'accepter ce qu'ils disent, peut-être est-il plus simple de devenir le monstre qu'ils croient que je suis. La journée commença comme tant d'autres en prison avec des cris. Elizabeth avait à peine pu se lever quand un groupe de détenus se rassembla devant sa cellule. Le chef, une grande femme connue sous le nom de Vipé,
pressa son visage contre les barreaux, son souffle chaud atteignant Elisabeth. « Et, infirmière du diable, j'ai entendu dire que ma tante est admise au même hôpital où tu travaillais. Si quelque chose lui arrive, tu regretteras que la chaise électrique ait déjà frit ton cerveau. » Le groupe rit en s'éloignant, laissant Elisabeth trembler dans son coin, les mots de chaise électrique résonnant dans son esprit comme une condamnation à mort. Ce matin-là, pendant le temps passé à l'extérieur, Elisabeth réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. La cour était trop silencieuse, le gardien était stratégiquement distrait. Lorsqu'elle tenta de retourner à l'intérieur de la prison, elle sentit de fortes mains saisir ses bras. 5 détenus la traînèrent derrière les gradins, hors de la vue des caméras. Le premier coup la frappa à l'estomac, lui faisant perdre tout son souffle. Au milieu des assauts, elle entendit les accusations. « Ma grand-mère est décédée dans une maison de retraite l'année dernière, et si c'était toi, combien d'autres personnes âgées as-tu tuées avant d'être attrapée, meurtrière ?» L'infirmerie était bondée lorsqu'Elisabeth y fut pratiquement traînée par un gardien. Son visage était enflé, un filet de sang coulant de sa bouche. Le médecin de service la regarda à peine avant de faire son diagnostic méprisant. « Rien de grave, juste des ecchymoses et des contusions légères. Tu peux retourner dans ta cellule. » Lorsqu'Elisabeth tenta d'expliquer la douleur aiguë dans ses côtes, il la coupa sèchement. « Sais-tu combien de personnes âgées sans défense ressentent de la douleur avant de mourir empoisonnées ? Retourne dans ta cellule maintenant. » La cafétéria devint une arène d'humiliation quotidienne cet après-midi-là. Alors qu'Elisabeth essayait de manger son repas froid, un groupe de détenus passa délibérément devant sa table, renversant un plateau de soupe chaude sur elle. La soupe imbibée de nourriture traversa son uniforme, brûlant sa peau. Mais ce qui la faisait le plus mal, c'étaient les rires et les commentaires. « Oups, désolé, mais au moins ce n'était pas du poison, non ? Ou préfères-tu ton meurtre plus subtil, infirmière ?» Les séances de thérapie de groupe obligatoire étaient une autre forme de torture. Le psychologue insistait pour qu'Elisabeth participe, même en sachant comment les autres détenus la traitaient. Lors de cette séance, dès que ce fut son tour de parler, une détenue l'interrompit. « Pourquoi devons-nous écouter cette meurtrière ? Elle a tué une vieille dame qui lui faisait confiance. Comment pouvons-nous faire confiance à ce qu'elle dit ?» Le psychologue se contenta d'observer en silence tandis que tout le groupe se retournait contre Elisabeth. Le moment le plus douloureux vint lors des inspections de cellules. Les gardiens, invoquant une dénonciation anonyme, fouillèrent toutes ses quelques possessions. Ils trouvèrent ses maigres affaires personnelles, y compris la seule photo qu'elle avait de sa mère. Un gardien brandit la photographie avec mépris. Cherchant des recettes de poison dans de vieilles notes ou peut-être planifiant ton prochain meurtre ? À leur retour, la photo était délibérément déchirée en deux. La nuit, seule dans sa cellule, Elisabeth tenta de soigner les blessures qu'elle pouvait atteindre. Tout son corps était douloureux, mais c'était son âme qui était vraiment blessée. La photo déchirée de sa mère reposait sur ses genoux, ses larmes silencieuses coulant sur son visage. « Maman, tu as toujours dit que Dieu ne donne pas un fardeau plus lourd que ce que nous pouvons porter, mais je ne sais pas si je peux en supporter davantage. Je ne sais pas si j'ai la force de continuer. » Au moment où elle s'endormit, elle fut hantée par des cauchemars. Cette nuit-là, elle revécut la découverte des médicaments falsifiés, la voix mystérieuse dans le couloir, le sourire satisfait de vivant. Elle se réveilla en criant, pour se retrouver dans sa cellule plongée dans l'obscurité, la gorge serrée. Le gardien de nuit passa en frappant son bâton sur les barreaux. « Tais-toi, meurtrière, laisse les autres dormir ou je te donnerai une vraie raison de crier. » Le matin suivant apporta une nouvelle vague de violence. Cette fois, en route vers les douches, un groupe de détenus la coinça en lui jetant de l'eau bouillante sur les jambes. Alors qu'Elisabeth hurlait de douleur, elle riait et se moquait. « C'est pour que tu apprennes ce que c'est que la vraie douleur. Combien de personnes âgées as-tu fait souffrir avant de les tuer, monstre ?» Les gardiens n'intervinrent que lorsque c'était terminé, faisant semblant de ne pas voir ces brûlures évidentes dans sa cellule. Elisabeth examina ses nouvelles blessures, ajoutant aux anciennes. Son corps était couvert d'ecchymoses à différents stades de guérison, une carte douloureuse de son voyage à travers l'enfer. Assise sur son matelas mince, regardant la photo déchirée de sa mère, elle laissa une pensée sombre se former. Peut-être que la chaise électrique est une issue plus miséricordieuse que de continuer à vivre comme ça. La nuit tomba sur la prison comme un lourd rideau de désespoir. Elisabeth s'assit sur le sol froid de sa cellule, dos contre le mur rugueux, regardant le petit morceau de lame qu'elle avait réussi à cacher après la dernière session d'atelier de travail manuel.
Le métal scintillait faiblement dans la lumière tamisée filtrant à travers la fenêtre à barreaux, comme s'il murmurait des promesses de paix éternelle. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait l'objet, des pensées sombres envahissant son esprit. Peut-être que c'est mieux ainsi, mettre fin à tout avant qu'il ne le fasse pour moi dans la chaise électrique. La photo déchirée de sa mère reposait à côté d'elle, le sourire doux fendu en deux comme sa propre vie. La combinaison orange était encore humide de la dernière attaque de la cafétéria, où plusieurs détenus avaient intentionnellement renversé leur boisson sur elle. Leurs mots résonnaient encore dans ses oreilles. Peut-être que de cette façon, tu ressentiras un peu du désespoir que tes victimes ont ressenti, meurtrière de mamie. Elisabeth toucha les ecchymoses sur son visage, se souvenant de comment personne n'était intervenu, même pas les gardiens. Ses doigts caressaient le bord tranchant de la lame alors qu'elle rappelait les événements de la journée, l'humiliation en thérapie de groupe où le psychologue observait simplement pendant que les autres détenus l'attaquaient verbalement, le médecin de la prison lui refusant des analgésiques pour ses côtes contusionnées en prétendant que les meurtriers ne méritaient pas de soulagement, la lettre de son avocat l'informant que son dernier appel avait été refusé. Chaque souvenir était comme un clou dans son cercueil émotionnel. Le silence de la nuit était brisé seulement par le son de ses propres larmes tombant sur le sol en béton. Elisabeth positionna la lame sur son poignet, sa main tremblant violemment. « Pardonne-moi, maman. Je ne suis pas aussi forte que tu l'as toujours dit. Je ne peux plus supporter d'être traitée comme un monstre pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne peux plus supporter de voir le reflet d'un meurtrier à travers les yeux de tout le monde. » C'est alors qu'elle entendit un gémissement bas et douloureux venant de la cellule voisine. Initialement, elle tenta de l'ignorer, se concentrant sur son propre désespoir, mais le son revint, cette fois accompagné d'une voix faible. « S'il vous plaît, quelqu'un, je ne peux pas respirer. » L'instinct professionnel d'Elisabeth, en sommeil depuis des mois de traumatisme, commença lentement à se réveiller. Approchant le mur séparant les cellules, Elisabeth put identifier la source des gémissements. C'était Virginia Foster, une femme de 70 ans qui était arrivée la semaine précédente, condamnée pour s'être défendue lors d'un vol qui avait entraîné la mort de l'agresseur. À travers une petite fente entre les blocs de béton, Elisabeth vit la vieille femme assise sur son lit, clairement en détresse. Le métal froid dans sa main semblait maintenant peser une tonne. Elisabeth regarda la lame puis la fente dans le mur, son esprit en conflit. Les gémissements de la femme âgée s'affaiblissaient, devenant plus désespérés. Quelque chose en elle, quelque chose que des mois d'abus et d'humiliation n'avaient pas réussi à tuer complètement, commença à se manifester par un mouvement soudain. Elisabeth poussa la lame dans les toilettes, son cœur s'accélérant avec une nouvelle détermination. Elle s'approcha de nouveau du mur, maintenant pleinement concentrée sur son instinct professionnel. « Mademoiselle Virginia, c'est Elisabeth de la cellule voisine. Je suis infirmière. J'ai besoin que vous me disiez exactement ce que vous ressentez. Avez-vous des difficultés à respirer? Ressentez-vous une douleur thoracique? » La réponse arriva au milieu de halètements. « Elisabeth, l'infirmière, j'ai entendu parler de vous par les autres, mais cela n'a plus d'importance maintenant. J'ai besoin d'aide. » Elisabeth commença à guider la femme âgée à travers des techniques de respiration tout en frappant frénétiquement sur les barreaux de sa cellule pour attirer l'attention des gardiens. « À l'aide, nous avons une urgence médicale ici, Mademoiselle Foster fait une crise. » Au milieu du chaos qui s'ensuivit, avec les gardiens arrivant enfin et la confusion s'installant dans le secteur, Elisabeth sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, un but. En regardant l'équipe médicale emmener Mademoiselle Virginia, qui tenait encore sa main à travers les barreaux en murmurant des remerciements, une pensée cristalline se forma dans son esprit. « Je ne peux pas abandonner. Il y a encore des gens qui ont besoin de moi, il y a encore du bien que je peux faire, même ici. Et surtout, je dois rester vivante pour prouver mon innocence et honorer la mémoire de Madame Margarita. » La chambre d'hôtel en périphérie de Savannah n'était pas l'endroit le plus approprié pour planifier une infiltration dans une prison de haute sécurité, mais c'était le seul endroit sûr que Jackson et Florence avaient trouvé. Les murs écaillés étaient maintenant couverts de photos et de diagrammes des horaires de changement de garde et des itinéraires de patrouille. Jackson, encore marqué par les ecchymoses du dernier interrogatoire, étudiait un plan du complexe tandis que Florence tapait furieusement sur son ordinateur. « J'ai trouvé quelque chose. Chaque jeudi entre 10h et 11h du matin, il y a une inspection de routine par le département de la justice. C'est notre meilleure chance de pénétrer sans éveiller les soupçons. » Dispersés sur le lit se trouvaient divers documents falsifiés, badges, ordres d'inspection, autorisations officielles.
Florence avait activé d'anciens contacts pour obtenir tout aussi discrètement que possible. Prenant l'un des badges, elle l'analysa minutieusement. « Jackson, maintenant tu es inspecteur Antonio Flor du bureau du contrôleur général. As-tu mémorisé ton histoire? Nous ne pouvons pas avoir de fuite. Une seule erreur et Elizabeth perdra sa dernière chance. » Le son des sirènes passant sur l'avenue fit instinctivement baisser les deux. Depuis qu'ils avaient échappé à l'appartement de Jackson, chaque bruit était une menace potentielle. Retrouvant son calme, il continua d'étudier les documents sur les gardiens de prison. Il y a quelque chose d'étrange ici, Florence. Le quart de matinée a 5 gardiens qui ont été transférés au cours des 3 derniers mois. Ils viennent tous du même district que le juge Wallace contrôle. Ça ne peut pas être une coïncidence. Florence travaillait sur son ordinateur, essayant d'accéder au système de sécurité de la prison. Des années d'enquête sur la cybercriminalité lui avaient donné des compétences cruciales. Jackson, j'ai accès aux caméras internes. Regarde ça, chaque jeudi à exactement 10h15, les caméras dans le couloir sud entrent dans une boucle répétitive de 12 minutes. C'est exactement le moment de l'inspection de routine. Quelqu'un facilite quelque chose ou quelqu'un. Les préparatifs finaux incluaient chaque détail possible. Jackson répéta sa posture, sa démarche, même la façon dont il tenait les documents. Tout devait déborder d'autorité naturelle. Ajustant sa cravate dans le miroir taché du motel, il se répéta mentalement. « Je suis l'inspecteur Antonio Flor. Je suis ici pour une inspection de routine des procédures de sécurité, avec un accent particulier sur le secteur des exécutions. » Le plan était complexe mais réalisable. Jackson entrerait en tant qu'inspecteur tandis que Florence surveillerait tout depuis une camionnette garée à proximité, piratant les caméras de sécurité. La communication se ferait par une oreillette microscopique. Vérifiant l'équipement une dernière fois, elle avertit. « Rappelle-toi, tu as exactement 12 minutes pour trouver Elizabeth et obtenir les informations. Plus qu'1 minute avant que les caméras ne reviennent à la normale. » Les heures précédant l'opération furent consacrées à mémoriser chaque détail de la prison. Jackson étudiait obsessivement les visages des gardiens, mémorisant nom, grade, horaire. Une photo en particulier attira son attention, un gardien récemment transféré qui apparaissait dans des dossiers antérieurs de cas suspects. Celui-ci, Santos, je l'ai déjà vu. Il était présent dans au moins 2 autres cas où des personnes âgées sont mortes dans des circonstances suspectes. La nuit avançait tandis qu'il finalisait les derniers détails. Florence installa l'équipement de communication tandis que Jackson révisait son identité fausse une fois de plus. Le poids de la mission était palpable dans l'air. Il ne s'agissait pas seulement de sauver Elizabeth, mais d'exposer une conspiration qui avait détruit d'innombrables vies. Si nous échouons demain, nous n'aurons pas une autre chance. Elizabeth sera exécutée et toutes les preuves reliant ses morts mourront avec elle. L'horloge indiquait 3 heures du matin lorsqu'ils finirent enfin les préparatifs. Jackson rangea soigneusement ses faux documents. Lorsque Florence posa une main sur son épaule, il demanda « Es-tu sûr de vouloir faire ça? S'ils nous attrapent, il n'y aura pas de retour en arrière, tu sais de quoi ils sont capables. » Jackson acquiesça simplement, la voix pleine de détermination. Cette infirmière est la seule personne vivante qui peut identifier le tueur. Je ne les laisserai pas la tuer pour la faire taire. Jetant un dernier regard aux documents éparpillés dans la chambre, Jackson sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Demain, il entrerait dans une forteresse entourée de gens qui n'hésiteraient pas à le tuer s'ils découvraient sa véritable identité. Tenant la photo d'Elizabeth, il murmura pour lui-même. « Tiens bon, demain je te sortirai de cet enfer, même si c'est la dernière chose que je fais. » Le matin arriva avec une fine bruine qui rendait la prison encore plus lugubre. Jackson, maintenant pleinement caractérisé en tant qu'inspecteur Antonio Flor, franchit les portes principales précisément à 10 heures. Son costume bien taillé et sa mallette en cuir transmettaient l'autorité nécessaire, mais son cœur battait rapidement sous sa façade professionnelle. À travers l'oreillette microscopique, la voix de Florence était un murmure constant. 5 gardiens dans la cour principale, 3 d'entre eux sont de l'équipe du juge Wallace. Garde tes distances mais ne montre pas que tu les reconnais. Le processus d'entrée était tendu. Chaque document était vérifié, chaque regard insistant d'un gardien faisait tourner l'estomac de Jackson. Dans la cabine de sécurité, un gardien particulièrement attentif examina ses papiers d'identité plus attentivement que d'habitude. Procédure standard, monsieur l'inspecteur. Nous avons eu quelques incidents récemment, nous devons être particulièrement vigilants, surtout avec l'exécution qui approche.
Le couloir principal de la prison était un labyrinthe de portes en acier et de caméras de sécurité. Jackson marchait à pas mesurés, conscient des regards qui le suivaient. À travers la réflexion des fenêtres renforcées, il remarqua 2 gardiens chuchotant, les yeux fixés sur son dos. La voix de Florence revint, maintenant plus urgente. « Jackson, le gardien de la porte fait un appel concernant tes papiers. » Ça ne le convainc pas. Une sirène lointaine fit bouger tous les gardiens simultanément, un schéma qui semblait trop répété pour être naturel. Jackson réalisa qu'il était subtilement entouré et fut conduit dans un couloir spécifique. Pour la première fois, il remarqua comment les caméras bougeaient en synchronisation, créant de petits angles morts mobiles. Florence, ils ont un système. Ils utilisent les caméras pour créer des itinéraires sûrs, c'est ainsi qu'ils ont réussi à tuer toutes ces détenues âgées sans être détectés. Le secteur administratif bourdonnait d'activités suspectes. Les gardiens qui auraient dû être à leur poste circulaient dans les couloirs, échangeant des regards significatifs. Jackson devait atteindre l'aile où Elizabeth était détenue, mais chaque pas le rapprochait d'un piège évident. En tournant un coin, il faillit entrer en collision avec le gardien Santos, qui souriait de manière prédatrice. « Monsieur l'inspecteur, quelle coïncidence. J'étais justement en train de revoir quelques procédures de sécurité qui pourraient vous intéresser. » Le temps pressait. À travers son oreillette, Jackson pouvait entendre Florence taper frénétiquement. Les caméras seront de nouveau en ligne dans 7 minutes. Quelque chose ne va pas, il change les schémas de sécurité, c'est comme s'il savait. Jackson sentit son sang se glacer. Quelqu'un avait découvert l'infiltration du système de caméras dans le couloir sud. Sa destination finale était maintenant bloquée par 3 gardiens feignant une conversation décontractée. Jackson reconnut 2 d'entre eux dans les dossiers qu'il avait étudiés, tous 2 liés à des décès suspects antérieurs. Il devait penser rapidement. Consulta ses documents avec nonchalance feinte, il annonça bruyamment. « Messieurs, je dois inspecter le secteur des exécutions sur ordre direct du bureau du secrétaire. » Une tension palpable envahit l'air alors qu'un des gardiens plus âgés s'approchait, la main reposant nonchalamment sur son holster. « Bien sûr, monsieur l'inspecteur, mais avant cela, j'aimerais vérifier une petite divergence dans vos papiers d'identité, vous savez comment c'est la procédure standard. » Le sourire de l'homme ne parvint pas à atteindre ses yeux froids et calculateurs. Jackson sentit le nœud se serrer. Chaque gardien dans le couloir avait pris des positions stratégiques bloquant les voies de sortie. Pour la première fois, il remarqua de petites caméras secondaires cachées dans des coins improbables, un système de surveillance parallèle invisible à ceux qui ne savaient pas où chercher. À travers son oreillette, Florence murmura urgemment. « Jackson, sors de là maintenant, ils savent quelque chose, ils le savent d'une manière ou d'une autre. » Le son des bottes dans le couloir annonça l'arrivée de plus de gardiens. Jackson put entendre la voix de Florence. « Santos bloque toutes les sorties, nous devons partir maintenant. » À travers la réflexion d'une fenêtre par balle, Elizabeth vit Santos chuchoter quelque chose dans son talkie radio. Le temps presse. Jackson reprit sa posture d'inspecteur, reculant de quelques pas des barreaux tout en prétendant prendre des notes sur son clipoir. La voix urgente de Florence résonna dans son oreillette. Santos mène une équipe de recherche avec 5 gardiens armés. Ils savent déjà que quelque chose ne va pas. Jackson, tu dois sortir de là maintenant. Elizabeth remarqua le changement dans l'atmosphère. Des années en prison avaient aiguisé ses sens face au danger imminent. Elle s'assit sur son lit, essayant de paraître détendue en regardant Jackson à travers les barreaux. Le son métallique des portes s'ouvrant et se fermant s'approcha, accompagné des ordres des gardiens. « Tenez-vous à l'écart des barreaux, inspecteur Flore. Quelle surprise de vous trouver dans ce secteur. » Santos émergea dans le couloir comme une ombre menaçante, suivi de son équipe de gardiens. Ses yeux alternaient entre Jackson et Elizabeth comme un prédateur évaluant sa proie. Jackson garda son calme, se tournant lentement pour faire face à Santos. « Je fais juste mon devoir, officier Santos. » Cette-elle nécessite une attention particulière compte tenu des événements récents. Le gardien s'approcha avec un sourire froid. Certainement, surtout avec certains visiteurs inattendus qui se présentent. Le chaos s'ensuivit dans le bloc alors que les gardiens commençaient la recherche. Les cellules furent envahies, les affaires jetées, les détenus poussés contre les murs. Jackson resta immobile, son cœur battant furieusement alors qu'il regardait Santos coordonner l'opération avec une précision militaire. À travers l'oreillette, Florence murmura frénétiquement. « Il bloque les sorties une par une. Jackson, tu dois trouver un moyen de sortir dans les 3 prochaines minutes. »
Un cri perçant déchira l'air lorsque les gardiens atteignirent la cellule voisine d'Elizabeth. Santos semblait prolonger délibérément le processus, s'approchant lentement de sa véritable cible. Jackson saisit le moment pour vérifier sa montre, faisant un geste calculé. « Officier Santos, j'apprécie votre dévouement, mais j'ai un rendez-vous avec le juge Wallace dans 40 minutes. Il est particulièrement intéressé par mon rapport sur cette inspection. » Le nom du juge provoqua une hésitation momentanée chez Santos, mais ses yeux restèrent suspicieux. Il s'approcha de Jackson, baissant la voix avec curiosité. « Je viens de parler avec le bureau du juge. Il semblait surpris par votre visite. » Jackson sentit son sang se glacer mais garda son expression neutre. « Vraiment ? Je suggère de parler directement avec le juge alors. Je suis sûr qu'il appréciera de savoir que ses subordonnés remettent en question ses ordres directs. » La tension dans le couloir était palpable. Les autres gardiens avaient arrêté leurs recherches, attentifs à la confrontation silencieuse qui se déroulait. Elizabeth observait tout depuis sa cellule, son cœur battant à tout rompre, consciente qu'un faux pas pourrait briser son dernier espoir. Santos fit un pas de plus, sa main reposant nonchalamment sur son holster. « Vous savez, inspecteur, quelque chose me dit que le juge Wallace voudra avoir une conversation très intéressante avec vous. » C'est alors que l'alarme incendie retentit, remplissant la prison de son vacarme assourdissant. La voix triomphante de Florence résonna dans l'oreillette de Jackson. « Protocole d'urgence activé, ils doivent libérer les sorties. » Santos hésita un moment crucial, déchiré entre maintenir ses suspicions sur Jackson et suivre le protocole de sécurité. Ce fut tout ce dont Jackson avait besoin. « Officier, je vous suggère de suivre les procédures d'urgence à moins que vous ne vouliez expliquer au juge pourquoi vous avez ignoré un protocole de sécurité. » Le chaos qui s'ensuivit fut sa salut. Les gardiens couraient, les détenus étaient relocalisés, les ordres étaient criés au milieu de la confusion. Jackson commença à se diriger vers la sortie. Avant de tourner le coin, il jeta un dernier regard à Elizabeth. Dans ses yeux, une promesse silencieuse qu'il reviendrait. Santos criait des ordres, mais sa voix était noyée par l'alarme assourdissante. Gardez toutes les détenues dans leurs cellules et ne laissez pas passer l'inspecteur. L'alarme finit par se taire, ne laissant que l'écho du chaos derrière elle. Jackson avait réussi à sortir du secteur, mais il avait besoin d'une dernière conversation avec Elizabeth. Profitant de la confusion générale de la recherche, il retourna discrètement à sa cellule. Elle l'attendait déjà près des barreaux, son visage marqué par l'urgence. La voix, c'est notre seule preuve concrète. Mais comment allons-nous la trouver ? Comment identifier quelqu'un par juste sa voix dans toute une ville ? La frustration était évidente sur le visage de Jackson alors qu'il traitait l'information. Tout son travail d'enquête, toutes les connexions qu'il avait découvertes, tout se résumait à une voix sans visage. Consulta rapidement sa montre, il murmura. « Es-tu sûr qu'il n'y a rien d'autre ? Aucun détail sur son apparence, quelque chose que tu as vu même une seconde ?» Elizabeth ferma les yeux, essayant de revivre cette nuit fatidique. Il faisait trop sombre. Je n'ai entendu que sa voix dans le couloir, profonde et autoritaire. Et ce parfum quand les médicaments ont été changés. Le son des bottes approchant fit de Jackson s'éloigner des barreaux. La voix urgente de Florence résonna dans son oreillette. « Jackson, Santos revient. Il a fait un appel, je pense qu'ils ont enfin confirmé que vous n'êtes pas un inspecteur. » Mais Jackson avait besoin de plus d'informations. Elizabeth, réfléchis bien à cette voix. Tu as dit qu'elle avait un accent du Nord. As-tu d'autres caractéristiques distinctives ? Les larmes de frustration brillaient dans les yeux d'Elizabeth alors qu'elle répondait. Je ne peux pas l'expliquer. C'est plus la façon dont il parlait, comme quelqu'un habitué à donner des ordres et à être obéi. Mais sans cette voix, sans pouvoir l'identifier, qui va me croire ? Je ne suis qu'une infirmière condamnée, ma parole vaut moins contre eux. Jackson entendit les mouvements des gardiens s'intensifier dans les couloirs adjacents. Le temps pressait. Il s'approcha des barreaux une dernière fois. « Elizabeth, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je vais trouver cet homme, mais tu dois rester vigilante. Si tu entends cette voix à nouveau, où que ce soit, tu dois nous le faire savoir. C'est notre seule chance. » Elle hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Mais comment vais-je te prévenir ? Je suis isolé ici sans contact avec le monde extérieur. » La voix de Santos résonna dans le couloir. « Trouve l'imposteur, il est toujours dans le bâtiment. » Jackson savait qu'il devait partir immédiatement, mais il avait encore une dernière instruction. « L'infirmière Virginia sera notre contact.
Si tu entends la voix, trouve un moyen de la prévenir avant de partir. Elizabeth fit une dernière révélation qui glaça le sang de Jackson. Il y a une chose de plus, quelque chose que l'homme a dit cette nuit-là. Il a dit qu'il l'avait déjà fait et qu'il savait exactement comment la police enquêterait. Les implications étaient claires, le tueur n'était pas seulement expérimenté, il connaissait les procédures policières de l'intérieur. Les pas des gardiens étaient dangereusement proches. Jackson commença à s'éloigner, mais Elizabeth l'appela une dernière fois, sa voix presque un murmure. « Jackson, mon exécution a été avancée. Je n'ai plus qu'une semaine. Si nous ne trouvons pas cet homme d'ici là, elle n'aura pas besoin de purger la peine. » Le silence qui s'ensuivit portait le poids d'une condamnation à mort. Le crépitement des radios annonçait l'approche de l'équipe de recherche. Jackson jeta un dernier regard à Elizabeth avant de disparaître dans le couloir. Sa dernière vision fut son visage à travers les barreaux, un mélange d'espoir et de désespoir. Dans son oreillette, Florence avertit. « Santos bloque toutes les sorties, nous devons partir maintenant. » Dans sa cellule, Elizabeth regarda le vide, ces derniers mots résonnant dans le silence. « Une voix est notre seule preuve. Comment prouver que c'est lui ? Comment faire croire à quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard ? » À peine le soleil s'était-il levé que Jackson franchit les portes du manoir Foster, vêtu d'une salopette usée et portant des outils de jardinage. Son visage, maintenant couvert d'une barbe hirsute de plusieurs jours, était méconnaissable par rapport au policier qu'il était autrefois. Florence surveillait tout depuis une camionnette garée à 2 pâtés de maison. Les gardiens de sécurité changeaient de quart de travail. Il y a une fenêtre de 2 heures avant que Vivant ne se réveille. Le système de caméra est en boucle. Le manoir semblait encore plus grand et imposant que sur les photos qu'il avait étudiées. Jackson commença à travailler dans les plates-bandes près des grandes fenêtres. Ses mains calleuses bougeaient avec l'expérience de quelqu'un qui connaissait vraiment le métier. Résultat de 3 jours intensifs de formation avec un jardinier retraité, il taillait les buissons, ses yeux cartographiant chaque entrée, chaque fenêtre, chaque angle mort. Son bureau est au 2e étage, à droite de la fenêtre. J'ai vu du mouvement dans la cuisine, probablement la femme de chambre préparant le petit déjeuner. Un gardien de sécurité passa devant lui, le regardant à peine. Jackson poursuivit son travail, gardant la tête baissée tout en sifflant un air aléatoire. Ses outils de jardinage cachaient des équipements plus sophistiqués, de minuscules caméras, des dispositifs d'écoute, des outils de crochetage. La voix de Florence résonna dans son oreillette. La femme de chambre monte à l'étage pour réveiller Vivant, c'est ton chance de vérifier le 1er étage. Se déplaçant naturellement à travers le jardin, Jackson s'approcha de l'entrée arrière. La clé qu'il avait obtenue du jardinier précédent pour une somme considérable s'adaptait parfaitement à la serrure. L'intérieur du manoir était un monument d'opulence, chaque objet criant la puissance et la richesse des Foster. À pas silencieux, il se dirigea vers le bureau privé de Vivant au 1er étage. « Je suis à l'intérieur. Cet endroit est comme si elle voulait étaler devant tout le monde l'argent qu'elle a volé à sa mère. » Le premier tiroir qu'il ouvrit révéla divers documents bancaires, rien d'incriminant à première vue, mais Jackson photographia tout de toute façon. Le deuxième tiroir contenait quelque chose de plus intéressant, des enregistrements de transferts bancaires vers des comptes à l'étranger. Florence numérisa chaque image en temps réel. Ce ne sont pas des preuves suffisantes, mais c'est un schéma. Le son des pas à l'étage fit frissonner Jackson. Vivant s'était réveillé plus tôt que prévu. Avec des mouvements précis, elle commença à remettre les documents à leur place, mais quelque chose attira son attention, un dossier marqué « Procédure spéciale ». À l'intérieur, il trouva des enregistrements de paiement à divers employés de la prison, y compris certains gardiens. Florence, elle a des gens partout, mais ce n'est toujours pas suffisant pour prouver qu'elle a ordonné le meurtre. Un dossier particulièrement intéressant contenait des rapports sur d'autres personnes âgées fortunées de la région. Jackson sentit son estomac se nouer en réalisant qu'elles étaient des cibles potentielles futures. Il photographia rapidement les pages tout en murmurant. Il ne compte pas s'arrêter, Donna Margarita n'était qu'une série de meurtres planifiés. La voix de Florence perça ses pensées. Le mouvement de Jackson dans les escaliers. Vivien descendait avec l'agilité acquise au fil des années d'opérations clandestines. Jackson remit tous les documents à leur place exacte et quitta le bureau. Quelques secondes plus tard, il était de retour dans le jardin, taillant les buissons comme s'il n'était jamais parti. Vivien passa devant la fenêtre, son visage une masque d'arrogance tandis qu'elle parlait au téléphone. « Oui, tout se passe comme prévu. L'exécution a été avancée,
nous n'aurons plus de problème avec cette infirmière trop curieuse. Un mouvement à la porte attira l'attention de Jackson. Une voiture familière entrait dans la propriété, son cœur faillit s'arrêter lorsqu'il reconnut le conducteur. C'était Santos, le gardien de prison. Florence remarqua sa tension. « Jackson, sors de là maintenant s'il te reconnaît. » Mais Jackson ne put bouger, tout mouvement soudain attirait l'attention. Il continua à travailler, son visage partiellement caché par la casquette, tandis qu'il observait Santos entrer dans le manoir. Il est venu discuter de l'exécution, il ferme toutes les pistes, punisse maintenant le jardin tandis que Jackson maintenait sa façade. Chaque minute était une éternité. À travers les fenêtres, il pouvait voir des ombres se déplacer dans le bureau, Vivien et Santos en réunion. Il donnerait tout pour écouter, son seul réconfort était les documents qu'il avait photographiés, même s'ils n'étaient pas des preuves définitives. Nous approchons, Florence, mais le temps presse. La chaleur de midi brûlait le jardin lorsque Jackson remarqua une opportunité. Vivien et Santos avaient quitté le bureau pour déjeuner sur la terrasse, laissant leur dossier sur la table. Saisissant le moment, il se déplaça discrètement vers un parterre de fleurs près de la fenêtre du bureau. La voix de Florence sonna tendue à son oreille. « Jackson, c'est trop risqué. Les gardes patrouillent toutes les 15 minutes sous prétexte de tailler les buissons plus grands. » Jackson obtint une vue claire de l'intérieur du bureau, l'un des dossiers était partiellement ouvert révélant ce qui semblait être une liste de noms. Utilisant une petite caméra déguisée en partie de ses outils, il commença à photographier ce qu'il pouvait voir à travers la fenêtre. C'est alors qu'il remarqua quelque chose de perturbant, un document officiel du département de police avec l'entête de la division des enquêtes spéciales. Un garde commença à s'approcher, faisant ses rondes habituelles. Jackson garda son mouvement stable, taillant les buissons comme si c'était son seul intérêt dans le monde. L'homme s'arrêta à quelques mètres, allumant une cigarette. « Tu es nouveau ici, n'est-ce pas? Je ne t'ai jamais vu avant. » Jackson continua son travail, répondant sans lever le visage. « Premier jour, Monsieur Foster m'a recommandé pour le remplacer pendant qu'il se remet de sa chirurgie. » Le bruit d'une porte qui se ferme à l'étage fit lever les yeux de tout le monde. Santos sortait précipitamment portant un dossier différent de celui qu'il avait apporté. Quelque chose dans son comportement attira l'attention de Jackson. Il semblait tendu, inquiet. À travers l'écoute, Florence commenta « Je viens d'intercepter un appel, il se dirige directement vers la prison. Quelque chose à propos des préparatifs finaux. » Le garde continuait à regarder Jackson avec un intérêt croissant. « Drôle, j'ai parlé à Foster hier et il n'a rien mentionné au sujet d'un remplacement. » La sueur coulait le long du dos de Jackson, mais ses mouvements restaient calmes et précis. « Il a dû t'oublier, tu sais à quel point il est confus depuis l'accident. » Ses yeux, cependant, ne quittaient jamais le dossier que Santos avait laissé sur la table du bureau. Profitant d'une distraction momentanée alors que le garde répondait à sa radio, Jackson réussit à photographier quelques pages supplémentaires à travers la fenêtre. Un nom attira son attention, c'était le dossier d'un officier de police récemment transféré à la division des exécutions de la prison. À côté, une note manuscrite, procédure standard fiable, les mêmes mots qu'Elisabeth avait mentionnés lors de cette nuit-là. Le garde raccrocha sa radio et concentra toute son attention sur Jackson. « Tu sais ce que je vais faire, je vais appeler Foster tout de suite juste pour confirmer ton histoire. » Le cœur de Jackson battait la chamade, mais il resta calme. « Bien sûr, pas de problème. Tu pourrais simplement ne pas pouvoir le joindre en ce moment. La dernière fois que je l'ai vu, il était sédaté après la chirurgie. » Vivien apparut sur le balcon, sa voix coupant l'air comme un rasoir. « Y a-t-il un problème ici? » Le garde se redressa. « Madame Foster, je vérifiais juste les références du nouveau jardinier. » Elle observa Jackson un instant, ses yeux froids calculants. « Laisse-le travailler, nous avons des affaires plus importantes à résoudre. » Un mouvement dans la rue attira l'œil de Jackson, une autre voiture familière approchait le manoir. Florence murmura urgemment, « Jackson, c'est le juge Wallace, il ne peut pas te voir. » La panique commença à s'installer alors que Jackson réalisait qu'il était piégé dans le jardin avec le garde toujours à le surveiller et le juge sur le point d'arriver. La voiture du juge Wallace passa par les portes du manoir exactement comme Jackson réussit à se cacher derrière un grand buisson d'hibiscus. À travers les feuilles, il observa la scène se dérouler. Wallace, Vivien et Santos, les trois principaux conspirateurs, rassemblés au même endroit. La voix de Florence semblait urgente à son oreille. « Tu dois t'en aller maintenant, si l'un d'eux te reconnaît. » La phrase flottait dans l'air, chargée de sombres possibilités. Le garde qui l'avait interrogé restait à proximité,
maintenant plus alerte après l'arrivée du juge. Jackson resta occupé, ses mains travaillant mécaniquement tandis que son esprit traitait les informations qu'il avait découvertes. Les documents photographiés, bien qu'ils ne soient pas des preuves définitives, montraient un schéma clair. Transfert bancaire suspect, dossier d'officier de police fiable, la phrase procédure standard apparaissant à plusieurs reprises. Une conversation animée commença sur le balcon, les voix restaient basses mais tendues. Jackson ne pouvait pas saisir les mots exacts, mais leur langage corporel disait tout, quelque chose avait mal tourné avec leur plan. Wallace fit un geste nerveux, Vivien garda sa posture arrogante et Santos semblait particulièrement perturbé. Florence, quelque chose s'est passé, il s'inquiète de quelque chose. C'est alors qu'un détail crucial attira son attention. Dans sa hâte de partir plus tôt, Santos avait laissé son dossier partiellement ouvert sur une table sur la terrasse. Depuis son point de cachette, Jackson pouvait voir partiellement un document, un emploi du temps des services pénitentiaires. Son cœur s'emballa lorsqu'il remarqua la date, c'était le jour prévu pour l'exécution d'Elizabeth. La voix de Florence perça ses pensées. « Jackson, j'ai intercepté une communication de la prison, ils ont avancé l'exécution au jour après-demain, nous n'avons plus de temps. » La panique commença à s'installer alors qu'il voyait les trois conspirateurs se disputer, maintenant plus agités. La dernière pièce du puzzle était juste là devant lui, mais toujours hors de portée. Santos commença à descendre les escaliers vers le jardin, son visage une masque de préoccupation. Il passa si près de Jackson qu'il put sentir son parfum, une odeur familière qui déclencha quelque chose dans sa mémoire, une connexion commençait à se former dans son esprit. Mais avant qu'il puisse la traiter complètement, le garde était de retour. « Et, jardinier, ton service est terminé pour aujourd'hui. Madame Foster veut que tout le personnel quitte immédiatement la propriété. » Rassemblant ses outils avec une calme qu'il ne ressentait pas, Jackson jeta un dernier coup d'œil à la terrasse. Le juge Wallace avait disparu à l'intérieur de la maison, mais Vivien restait avec un sourire satisfait sur le visage tandis qu'elle parlait au téléphone. « Oui, tout est prêt pour le jour après-demain, notre ami du service d'exécution est prêt. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, chaque pas soigneusement mesuré pour ne pas susciter de soupçons, Jackson sentit le poids des découvertes. Ils étaient proches, si proches de découvrir la vérité, mais le temps s'épuisait rapidement. La voix d'Elizabeth résonnait dans son esprit, la seule preuve concrète qu'ils avaient été une voix qu'Elizabeth avait juré de reconnaître à la porte. Jackson s'arrêta un instant, ajustant ses outils derrière lui, il pouvait entendre Santos parler au téléphone, sa voix profonde et autoritaire coupant l'air de l'après-midi. « Oui, tout sera fait selon la procédure standard. » Ces mots, cette voix, pendant un instant, quelque chose sembla s'enclencher dans son esprit, mais le garde le poussa dehors. « Allons-y, faites le tour et ne revenez pas sans permission express dans la camionnette. » Florence l'attendait avec une expression tendue. « Jackson, as-tu trouvé quelque chose d'utile ?» Il regarda une dernière fois le manoir, son esprit en ébullition. « Peut-être, mais nous devons nous dépêcher, nous avons moins de 48 heures avant l'exécution et notre seule preuve reste une voix qu'Elizabeth a juré de reconnaître. » Ce qu'il ne dit pas, ce qu'il osait à peine admettre à lui-même, c'était qu'un terrible soupçon commençait à se former dans son esprit sur qui pouvait être le propriétaire de cette voix. La chaise électrique n'avait jamais semblé aussi longue pour Elizabeth Walker. Ses pas résonnaient lourdement alors qu'elle était escortée par 2 gardes vers la chambre d'exécution. Son uniforme orange, désormais remplacé par un simple vêtement blanc, semblait briller sous les lumières fluorescentes à l'extérieur de la prison. Jackson et Florence observaient l'activité à travers les moniteurs installés dans leur camion de surveillance. Le visage de Jackson était tendu, marqué par des nuits blanches. « Il doit y avoir un moyen, nous ne pouvons pas les laisser finir ainsi. » Dans la chambre d'exécution, la chaise électrique dominait l'environnement comme une présence sinistre. Elizabeth regardait l'appareil avec un mélange de terreur et de résignation. À travers le verre séparant la salle des observateurs, elle pouvait voir des visages familiers, des journalistes rassemblés, des autorités pénitentiaires et Vivien Foster qui gardait un sourire discret sur ses lèvres. Les minutes s'étiraient alors que les procédures finales étaient effectuées, chaque vérification, chaque protocole suivi était comme un coup de poignard dans le cœur d'Elizabeth. Le chapelain de la prison s'approcha, offrant ses derniers mots de réconfort, « Que Dieu ait pitié de ton âme, mon enfant. » Elle hocha simplement la tête, ses larmes silencieuses tombant sur la robe blanche. Jackson et Florence observaient impuissants alors que les préparatifs continuaient. À travers les caméras de sécurité auxquelles ils avaient réussi à accéder, ils suivaient chaque mouvement à l'intérieur de la chambre d'exécution. Florence tapait frénétiquement sur son ordinateur, cherchant une faille dans le système qu'elle pourrait utiliser.
nous ne pouvons pas envahir le bâtiment, il y a des gardes armés à chaque entrée, nous avons besoin de quelque chose de plus, une preuve concrète. La tension dans la chambre d'exécution augmentait à chaque seconde. Les techniciens effectuaient les derniers ajustements sur la chaise électrique, vérifiant les connexions et les tensions. Elisabeth était conduite au siège métallique, ses poignets et chevilles sécurisés avec des sangles en cuir, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. À l'extérieur, Jackson se sentait déchiré entre le désespoir et la rage. Toutes les preuves qu'ils avaient collectées, tous les documents photographiés au manoir, rien n'était assez concret pour arrêter cette exécution. Son esprit travaillait frénétiquement, cherchant une alternative. Il doit y avoir quelque chose, nous avons manqué une connexion, quelque chose que nous avons raté. Le directeur de la prison entra dans la salle, portant les documents officiels pour l'exécution. Sa voix sonnait monotone alors qu'il lisait les charges et la sentence. Elisabeth gardait les yeux fixés sur le plafond, ses larmes maintenant sèches dans son esprit répétant comme un mantra « Madame Margarita, pardonnez-moi de ne pas avoir pu prouver la vérité ». Les observateurs commencèrent à s'installer derrière le verre par balle. Vivien Foster prit place au premier rang, son visage une masque de fausse solennité. À côté d'elle, le juge Wallace gardait une expression grave tandis que Santos observait tout depuis un coin plus isolé. L'atmosphère était chargée de tensions palpables. L'exécuteur désigné entra dans la salle, son visage partiellement couvert par une capuche noire, ses mouvements précis et mécaniques comme s'il avait fait cela d'innombrables fois. Il s'approcha du panneau de contrôle, ses mains gantées reposant sur le levier qui activerait le courant électrique. Jackson et Florence observaient chaque mouvement à travers les moniteurs, ressentant l'impuissance grandir. Le temps s'écoulait et ils n'avaient toujours pas trouvé de moyen de prévenir cette injustice. La voix de Florence tremblait alors qu'elle murmurait « Jackson, nous ne pouvons pas laisser cela arriver ». Le silence était assourdissant. L'exécuteur ajusta les derniers contrôles sur le panneau, sa silhouette encapuchonnée se déplaçant avec une familiarité troublante autour de la chaise électrique. Elisabeth ferma les yeux, sentant le métal froid contre son dos. Le directeur de la prison fit un geste indiquant qu'il était temps de procéder à l'exécution. Jackson et Florence observaient la scène à travers les moniteurs, leur cœur battant à tout rompre. Un mouvement de l'exécuteur attira l'attention de Jackson, il y avait une confiance dans ses gestes, une autorité qui semblait familière. Pour la première fois, il remarqua comment il vérifiait chaque détail de la procédure comme quelqu'un qui connaissait intimement non seulement l'exécution mais tout le processus de mort. L'exécuteur s'approcha du panneau de contrôle, ses mains reposant sur le levier fatal, sa voix résonnant profondément et autoritairement à travers la capuche noire, « Que Dieu nous pardonne ». Les mots venaient à peine de quitter ses lèvres qu'Elisabeth ouvrit les yeux brusquement, tout son corps tendu contre les sangles. « Arrête, n'allume pas la chaise, j'ai quelque chose à dire avant mon exécution. » Elisabeth cria, perçant l'air comme une lame, « C'était toi, je reconnais ta voix, tu étais là cette nuit, tu as tué Madame Margarita. » Le chaos s'ensuivit instantanément dans la salle. Les observateurs se levèrent de leur siège, des voix exaltées mêlées de confusion résonnant à travers le verre. Jackson vit le visage de Vivien Foster perdre toute couleur. L'exécuteur fit un pas en arrière, sa posture changeant visiblement. Pendant un instant, il sembla qu'il allait quand même tirer le levier, mais le directeur de la prison s'était déjà approché, exigeant que tout le monde reste calme. Santos, observant depuis la zone des spectateurs, porta instinctivement sa main à son arme. Cette voix, Elisabeth poursuivit ses mots chargés de certitude absolue, « Tu as dit les mêmes mots cette nuit-là, que Dieu nous pardonne avant d'avoir changé les médicaments, tu es le meurtrier. » L'exécuteur resta immobile, sa main toujours sur le levier tandis que les gardes présents se regardaient, incertains de la manière de procéder. Jackson et Florence regardaient la scène se dérouler à travers les moniteurs, leur corps tendu et prêt à agir. « C'est ça, Florence !» Jackson cria déjà en courant vers l'entrée de la prison. Elle reconnut la voix, « Nous avons enfin notre preuve. » À la radio, il pouvait entendre la confusion se répandre dans toute la prison, des ordres contradictoires étant criés dans la chambre d'exécution. Le directeur tenta de maintenir le contrôle de la situation, ordonnant à tout le monde de rester à sa place, mais Elisabeth ne s'arrêta pas, enlève sa capuche, laisse tout le monde voir le vrai visage du meurtrier, tu as tué Madame Margarita sur ordre de ta propre fille. Ses yeux trouvèrent Vivien à travers le verre, voyant la panique grandir sur le visage de la femme qui avait orchestré sa chute. L'exécuteur se déplaça soudainement vers le levier, son intention claire de faire taire Elisabeth avant que plus de vérité ne soit révélée.
Le temps sembla ralentir alors que sa main gantée atteignait le contrôle qui enverrait des milliers de volts à travers le corps de l'innocente infirmière. À ce moment précis, Jackson et Florence foulèrent la porte de la chambre d'exécution. Le chaos éclata dans la chambre alors que Jackson et Florence y pénétraient. En quelques secondes, Jackson se jeta sur l'exécuteur, le maîtrisant avant qu'il ne puisse tirer le levier. Florence courut vers Elizabeth, ses mains agiles travaillant à défaire les sangles de la chaise électrique. Les gardes, pris de court par l'invasion soudaine, hésitèrent assez longtemps pour que les événements deviennent irréversibles. « Sors-la d'ici !» cria Jackson en se battant avec l'exécuteur au sol. La capuche noire s'était détachée pendant la lutte, révélant un visage que tous les policiers présents connaissaient bien, l'officier Castro, responsable des exécutions à la prison depuis plus d'une décennie. Florence réussit à libérer Elizabeth et la tira de la chaise tandis que les spectateurs regardaient, horrifiés à travers le verre pare-balles. Au milieu du chaos qui s'ensuivit, Jackson réussit à maîtriser Castro en utilisant ses anciennes compétences policières pour l'immobiliser avec un coup précis qu'il porta pour le rendre inconscient. Florence, faisant preuve d'une force surprenante, traîna Elizabeth hors de la chambre, verrouillant la porte de l'extérieur, isolant tout le monde d'autre à l'intérieur, y compris Vivien et le juge Wallace. Rapidement, Jackson cria à Florence, « Attache-le à la chaise avec des mouvements agiles. » Il hissait le corps inconscient de Castro et le nouèrent à l'endroit même qu'Elizabeth avait occupé quelques instants plus tôt. Les sangles furent serrées alors que des bruits de panique provenaient de l'autre côté du verre. Vivien criait des ordres, les gardes essayaient de défoncer la porte, mais le système de sécurité de la chambre d'exécution avait été conçu pour être impénétrable. Castro commença à reprendre conscience, ses yeux s'ouvrant pour trouver une réalité inversée. Maintenant, c'était lui qui était attaché à la chaise électrique. Jackson se positionna près du panneau de contrôle, son visage une masque de détermination. « Il est temps pour la vérité, Castro. Nous savons que c'était toi cette nuit-là. Elizabeth reconnaît ta voix. Maintenant tu vas tout nous dire ou nous découvrirons si cette chaise fonctionne toujours. » « Tu n'oserais pas, Castro, » grogna-t-il, mais la peur dans ses yeux trahissait sa fausse confiance. Jackson posa sa main sur le levier. « Je n'ai plus rien à perdre. Ma carrière s'est terminée le moment où j'ai pris cette place, mais toi, tu as beaucoup à perdre. » La sueur perlait sur le visage de Castro alors qu'il regardait la main de Jackson caresser le contrôle de la chaise. « Ils vont percer cette porte à tout moment, » avertit Florence, gardant Elizabeth protégée derrière elle. Jackson hocha la tête. « Alors tu ferais mieux de commencer à parler vite. Castro, comment le plan a-t-il fonctionné? Qui d'autre est impliqué ?» La main de Jackson bougea le levier de quelques millimètres, causant aux lumières de la chambre de clignoter de manière menaçante. C'est alors que Castro céda. « D'accord, c'était Vivien qui a tout planifié. Elle m'a approché il y a des mois, savait pour mon travail à la prison. Le plan était simple, je changerais les médicaments pour faire croire que l'infirmière était coupable. Ce n'était pas la première fois que nous faisions la même chose avec d'autres riches personnes âgées. » Les mots se déversaient maintenant comme un barrage rompu. « Continue, » ordonna Jackson, sa voix coupant Castro. Castro avala difficilement. Le juge Wallace était de la partie depuis le début, il s'assurait que les affaires étaient jugées correctement. Santos s'occupait du côté prison, veillait à ce que les preuves disparaissent. C'était le plan parfait jusqu'à ce que cette infirmière reconnaisse ma voix de l'autre côté du verre. Vivien Foster avait perdu toute contenance, criant des ordres que personne n'obéissait plus. Le juge Wallace essayait de maintenir sa dignité, mais son visage était d'un blanc mort. Santos avait disparu, probablement en essayant de fuir tant qu'il le pouvait. « Tu as tout enregistré ?» demanda Jackson à Florence, qui hocha la tête montrant son téléphone toujours en train de capter l'audio. Castro continua sa confession, révélant nom, date, détails d'autres meurtres. Chaque mot creusait plus profondément le conspirateur. Elizabeth regardait tout cela avec des larmes aux yeux, des larmes non plus de désespoir mais de soulagement et de justice. Le son des sirènes commença à remplir l'air, les renforts arrivaient. Jackson regarda Castro, toujours attaché à la chaise. « J'espère que tu as fait la paix avec Dieu parce que tu vas en avoir besoin où tu te diriges. » Les portes de la chambre d'exécution s'ouvrirent enfin, mais ce n'étaient pas les gardes corrompus qui entraient, c'était la police fédérale convoquée par Florence quelques minutes plus tôt. La dernière chose que Vivien Foster vit avant d'être menotté fut le sourire victorieux d'Elizabeth Walker, l'infirmière innocente dont l'avidité avait failli la tuer, mais qui serait maintenant l'instrument de sa ruine. Le soleil du matin illuminait la salle d'audience alors que le juge président de la Cour supérieure frappait son marteau une dernière fois dans l'affaire Walker.
6 mois s'étaient écoulés depuis la scène dramatique dans la chambre d'exécution et maintenant la justice avait enfin bouclé son cycle. Elizabeth, vêtue d'un élégant tailleur d'affaires qui remplaçait son uniforme de prison, écoutait avec des larmes aux yeux la décision finale, son innocence officiellement reconnue, $1 million de dédommagement pour les dommages subis et la promesse que ses accusateurs feraient face au plein poids de la loi. Au premier rang du public, Jackson et Florence regardaient avec satisfaction Vivian Foster et ses complices être condamnés. La fille de Donna Margarita, qui avait tant lutté pour maintenir son apparence de sophistication, portait maintenant l'uniforme orange de la prison. Le juge Wallace, Castro et plusieurs autres impliqués dans le complot criminel avaient conclu des accords avec le parquet, révélant un réseau de corruption qui s'étendait sur des années. Vivian Foster était la seule à avoir refusé de coopérer, maintenant son arrogance jusqu'à la fin. Sa sentence fut la plus sévère, la chaise électrique, une ironie qui n'échappa à personne. La même mort qu'elle avait planifiée pour une innocente allait maintenant être son propre destin. En entendant sa sentence pour la première fois, son visage aristocratique montra la peur. Quelques semaines plus tard, Elizabeth se tenait devant un bâtiment rénové au centre-ville. La plaque dorée à l'entrée annonçait Guardian Angels, service spécialisé de soins aux personnes âgées. Avec la compensation reçue, elle avait transformé son expérience douloureuse en quelque chose de positif. Une entreprise dédiée à protéger et à soigner les personnes âgées vulnérables, employant des infirmières rigoureusement sélectionnées et formées. Donna Margarita serait fière, murmura-t-elle en touchant le collier qui avait appartenu à son ancienne patiente, un cadeau posthume que la famille avait trouvé avec une lettre qui lui était adressée dans le document. La femme âgée y exprimait sa confiance totale en Elizabeth et sa préoccupation concernant les intentions de sa fille. La lettre avait été une preuve supplémentaire de la conspiration bien qu'elle n'ait pas été nécessaire après la confession de Castro dans son bureau de police. Jackson reçut sa médaille pour bravoure et service exceptionnel, sa réintégration dans la force avait été immédiate après la résolution de l'affaire. Le département, désireux de redorer son image après le scandale, ne l'avait pas seulement réintégré mais l'avait promu chef de la nouvelle division des crimes contre les personnes âgées et vulnérables. Son bureau, autrefois couvert de dossiers non résolus, affichait maintenant des rapports sur le succès de l'affaire Walker et les réformes qu'elle avait inspirées dans le système judiciaire. Florence frappa à sa porte à la fin de cet après-midi, portant 2 verres et une bouteille de vin. Son sourire était radieux alors qu'elle versait le verre, pour célébrer ta promotion, chef. Jackson sourit, remarquant comment la lumière du soir mettait en valeur la beauté de sa partenaire. Pendant un instant, quelque chose passa entre eux, une tension électrique, une possibilité inexplorée. Leurs yeux se croisèrent au-dessus des verres de vin. Pendant un instant, Jackson envisagea de franchir le pas au-delà de l'amitié qui les avait unis tout au long de ce parcours, mais le moment passa. Ils savaient tous les deux que leur vie avait pris des directions différentes. Florence avait accepté une promotion dans une autre ville, dirigeant sa propre unité d'enquête spéciale. Jackson, quant à lui, avait trouvé son véritable but, utiliser son expérience pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre seuls, pour la justice. Ils trinquèrent en silence, sachant que leurs chemins, bien que parallèles, suivraient des routes séparées. Le lendemain matin, Jackson était dans son bureau, étudiant une nouvelle affaire, une autre personne âgée morte dans des circonstances suspectes, un autre prédateur potentiel à traquer. Sur son bureau, la photo de Donna Margarita souriait aux côtés du titre annonçant la condamnation de sa fille. Il toucha doucement l'article, une promesse silencieuse sur ses lèvres. Tant que je vivrai, aucun innocent ne sera condamné sous ma surveillance. Dans sa clinique, Elizabeth se préparait pour une nouvelle journée de travail, son traumatisme transformé en but. Les infirmières arrivaient une par une, toutes avec des histoires différentes mais unies par la même mission de protéger et de soigner. Sur le mur de son bureau, une phrase encadrée résumait sa nouvelle philosophie de vie, la vérité trouve toujours son chemin. La ville continuait son rythme, ses rues gardant les secrets de tant d'histoires non racontées, mais maintenant il y avait de l'espoir, un policier déterminé, une femme d'affaires résiliente et un filet de sécurité pour ceux qui en avaient le plus besoin. La justice, bien que parfois lente, avait prévalu et pour Jackson, seul dans son bureau mais en paix avec ses choix, le combat continuait, une bataille à la fois, une vie à la fois, jusqu'à ce que tous les innocents puissent dormir en sécurité.